Elle a connu les montagnes russes de l'amour, les attachements qui étouffent, les silences qui font douter, puis un jour, elle a décidé de comprendre, mais surtout de se choisir. Aujourd'hui, elle aide des milliers de personnes à briser les schémas de la dépendance affective et à reconstruire des relations plus saines. Elle est aussi conférencière et auteure de plusieurs livres de développement personnel comme son best-seller « Le syndrome de Tarzan ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme unique que j'adore profondément, Pascale Piquet. Pascale, comment on passe d'une dépendance affective à un attachement qui est sain? Mais c'est plus un attachement. La différence, elle est très simple. C'est la différence entre le besoin et le plaisir. Le besoin, c'est la dépendance et la soumission. Le plaisir, c'est l'autonomie et la liberté. Nomme le moindre problème qu'un humain peut rencontrer, c'est un manque de confiance et d'estime. Donc, c'est souvent la problématique primaire chez tes clients? Mais chez tout le monde. Chez tout le À monde. l'inverse, développe la confiance et l'estime, le monde est à toi. Pascale, comment vas-tu aujourd'hui? Très bien, mais vraiment très bien. Je suis ravie d'être ici, d'être accueillie dans cet endroit chaleureux, en présence de Sabrina, mais bien sûr. Quel Moi plaisir. aussi, sincèrement, c'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui devant moi après 10 ans. Oui. Parce que la première fois qu'on s'est connus, c'est il y a 10 ans, quand je t'ai contactée pour la première fois. Oui. Puis on pourra reparler un peu plus en détail, si on veut, de mon histoire, là, de comment, justement, je t'ai contactée. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, c'est un moment vraiment émouvant, puis d'une grande reconnaissance, puis beaucoup de bonheur pour moi parce que j'ai repensé à ces 10 dernières années-là, le jour où je t'ai appelée. J'avais 25 ans à l'époque. Puis je venais justement de rompre, de me séparer là, de ma relation de couple. Puis je me rappelle de l'état où j'étais, Moi aussi. de comment je me sentais. Moi aussi, Sabrina, je te revois sur le futon de ma salle de coaching avec les oreillers, les coussins autour de toi, avec tes grands yeux émerveillés de découvrir des choses que tu n'imaginais même pas. Exact. Tu passais de la souffrance au rire, tu commençais à émerger. Je me rappelle très bien. Oui, bien tout à fait. Puis tu sais, j'avais pas conscience de ma souffrance à ce moment-là, mais en fait, je pense que la première fois que je me posais une question, je me disais quelque chose doit changer. Oui. C'est la première fois que je me disais ça. Puis pour la première fois de ma vie, au lieu de chercher quelqu'un à blâmer ou à pointer du doigt, je me suis regardée moi puis j'ai dit non, quelque chose doit changer en moi. Puis, en tout cas, de t'avoir ici, c'est vraiment surréel. Vraiment. Mais non, mais pour moi, c'est magnifique pouvoir revoir une cliente. Puis tu sais que mes clients sont importants pour moi et que je suis toujours à leur côté. Hein. Ça fait partie de mon service, ouais. Je suis toujours à leur côté. Mais d'ailleurs, on s'est reparlé dans les 10 dernières années. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui coince, eh ben, je suis là. Je dis comme le génie de la lampe, toute proportion gardée, il n'y a qu'à frotter le clavier et on peut poser des questions et j'apparais. Exactement, mais je suis mes clients autant qu'ils le souhaitent. Mm-hmm. Donc, pour moi, c'est quelque chose d'important que de... Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ton cas, c'est très jeune, parce que j'ai une clientèle jeune. Très jeune, tu as compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et tu as voulu reprendre les choses en main. Ouais. J'ai des clients qui ont 80 ans. Et à 80 ans, ils se rendent compte, en faisant le bilan de leur vie, que quelque chose a dérapé. Toi, tu t'en rendais compte jeune qu'il fallait changer quelque chose. Ouais. Eux, ça leur a pris plus de temps. Moi, ça m'a pris 40 ans quand même pour comprendre que j'avais un problème. Donc, je ne peux pas jeter la pierre à qui que ce soit. Mais ces gens-là veulent sortir de cette dynamique et de cette souffrance parce qu'ils me disent, le reste de ma vie, je veux le passer dans le bon sens. Et ils ont encore l'espoir de rencontrer la bonne personne et de faire l'amour. Pas d'avoir des relations sexuelles, de faire l'amour. Parce que pour faire l'amour, il faut s'aimer soi, il faut aimer l'autre et réciproquement. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent avoir fait l'amour, mais pas du tout. Puis je pense que, tu sais, on pourra en reparler, comme je disais, mais pour moi, c'était vraiment, comme tu dis, moi, on me disait, Sabrina, il faut que tu apprennes à t'aimer avant. Oui. Avant d'être en couple, tu dois apprendre à t'aimer. Puis ça me faisait toujours sourire parce que je disais, mais comment on apprend à s'aimer? Comment on fait ça? Tu sais, il n'y a pas de manuel d'instruction. Non. Puis, en tout cas, le travail qu'on a fait ensemble, là, j'ai compris. Ben, il était où les lacunes, là, puis qu'est-ce que j'avais, mes souffrances, puis qu'est-ce que je devais guérir, tu sais, puis dans le fond, l'amour de moi était là, il était juste bien caché. Mais je fais souvent cette blague à mes nouveaux clients. Je leur dis, est-ce que tu aimes mon amie Tina? J'ai vraiment une amie qui s'appelle Tina. Donc je demande, est-ce que tu aimes mon amie Tina? Alors évidemment, ils me regardent avec de grands yeux, ils me disent, mais je la connais pas.
Exact. Voilà. Donc, si tu ne connais pas, tu ne peux pas t'aimer. Parce que pour s'aimer, il faut se connaître et il faut s'écouter. Donc, moi, mon métier, c'est de démontrer, je pense que tu t'en souviens, on travaille l'identité pour que tu saches qui tu es. Exact. Et une fois que tu sais qui tu es, eh bien, tu aimes la personne que tu es. En fait, dans une relation, que ce soit professionnelle, sociale ou privée, disons une relation de deux personnes, on va parler plus d'appréciation dans le milieu professionnel. On est deux à s'aimer. Regarde, parlons d'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est l'amour sans le sexe. Ça représente tous les critères sauf le sexe. Donc, nous, on est en relation d'amitié. Parfait. Eh bien, nous sommes deux à t'aimer. Toi et moi. Je comprends. Et nous sommes deux à m'aimer. Toi et moi. Parce que si je m'aime, je sais pourquoi tu m'aimes. Mais si je ne m'aime pas, jamais je ne pourrais croire, envisager que tu m'aimes. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouais, c'est une belle image. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je ne m'aime pas? Je vais t'obliger à m'aimer d'une façon ou d'une autre. Ou alors, je vais prostituer mes valeurs, je vais prostituer mon argent, je vais prostituer mon temps pour être ton esclave, pour que tu m'aimes, pour acheter ton amour. Mais ça ne s'achète pas. Donc, il y a celui qui prend tout, qui rend rien, qui est celui qui profite de l'autre. Ouais. Et il y a celui qui donne tout pour acheter l'amour qu'on n'achète pas. Et il se rend esclave. Et plus il est esclave, plus il est méprisé. Et c'est là que j'ai eu l'idée d'inventer ces deux personnages en 2007. J'adore, puis on va en reparler. Mais voilà, absolument, pour la dynamique. Mais Pascal, avant d'aller dans le vif du sujet, là, j'avais envie de retourner un petit peu à la base. Oui. Ton histoire à toi, ton histoire personnelle. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui fait que t'en es là où que t'es arrivé là où tu es aujourd'hui, pardon? Mais c'est parce que, en fait, dans le syndrome de Tarzan, je raconte toute mon histoire et je suis arrivée au Québec étant persuadée que j'arrivais au paradis, que j'avais laissé tous les fous en France, que j'avais laissé tous les problèmes en France, que je faisais un reset. Pour moi, c'était clair. Puis t'avais quel âge à ce moment-là? J'allais avoir 40 ans. Je suis arrivée en mars 2001 et puis j'avais 40 ans dans la même année, en juillet suivant. Et j'étais persuadée, j'avais acheté une maison, j'avais un job, j'avais un conjoint de 15 ans de moins que moi qui devait me rejoindre, j'avais ma petite fille. Pour moi, c'était le paradis. Ça y est, j'étais arrivée au nirvana. Et tout a commencé à s'écrouler progressivement. En février 2002, je suis à genoux par terre, vraiment physiquement. Je peux plus respirer. Alors moi, là, les mots dépression et tout ça, c'est pas trop mon vocabulaire. Anxiété, c'était pas mon vocabulaire trop. J'étais une dure à cuire, n'est-ce pas? J'en étais quand même à ma 3e dépression, là. Au moment où je te parle, arrivée au Québec, là, quand je me retrouve à genoux par terre, incapable de respirer, je suis à genoux par terre, je me dis, j'ai pas de maladie, j'ai pas eu d'accident et je n'arrive plus à respirer. Et en fait, le bilan est assez sévère, c'est que j'ai perdu mon travail, je n'ai plus d'argent, je suis endettée, le conjoint de 15 ans de moins que moi avec lequel je suis arrivée, il est parti entre deux policiers parce que je vivais de la violence conjugale, mais c'est moi qui attaquais mes conjoints. Je vais déjà essayer de tuer mon mari en France. J'avais. Puis on va en reparler. Je faisais de l'anxiété, j'arrivais plus à respirer. Enfin bref, j'avais pas d'amis. J'étais dans un pays que je ne connaissais pas, sur une propriété de 90 acres avec une immense maison en plein mois de février, pas de déneigeuse et pas d'argent pour entrer de l'huile dans le poêle pour chauffer la maison. Et une petite fille de 7 ans. Donc je pense qu'on peut pas toucher plus le fond que ça. C'était vraiment le bas fond. Là. Ah ben, je pense. Et alors, je crois que l'univers s'est dit, celle-là, elle a touché le fond. Si elle remonte, on en fera quelque chose. Un coach. Et c'est comme ça qu'à cette époque, j'avais conscience que tout était détruit. Et j'avais cette sensation d'être dans le ventre de la bête. Tu sais, là, vraiment. Dans le ventre de la bête. Okay. Dans les endroits les plus sombres. J'étais dans le ventre de la bête. Et je me disais, tu sais, comme Gepetto qui a avalé par la baleine, mais c'était moins sympa que le ventre d'une baleine. Et puis je me disais, si j'arrive à sortir de là, un jour je guiderai d'autres personnes pour en sortir. J'avais déjà planté cette graine involontairement, mais je me disais, je vais finir par sortir de là. Ça n'avait pas un lien avec tes j'avais métiers aucune d'auparavant. idée. Non, c'est fou, hein, non, j'avais aucune idée. Et à 40 ans, figure-toi que je ne savais pas quoi faire de ma vie. J'ai été comme à 18 ans, quand tu dois choisir ton orientation professionnelle. J'étais journaliste à l'époque, je travaillais à la Pige. Oui, j'étais journaliste pour une revue qui s'appelait Québec Franchise et Opportunités d'affaires. Je faisais des publi-reportages, je faisais de la rédaction pour des agences de publicité, je faisais de la révision de texte. Enfin, j'avais plusieurs casquettes, je courais après l'argent, parce qu'en arrivant, j'ai été virée. Au bout de 3 mois de travail dans une agence de publicité, j'ai été virée, donc j'ai travaillé à mon compte. Je courais après l'argent pour survivre. Et je me rappelle que quelqu'un me dit, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux être journaliste à plein temps, travailler en publicité à plein temps? Puis je dis non. Et je me rappelle, j'avais les bras ballants, puis je disais,
Elle me disait, qu'est-ce que tu veux faire ? J'avais aucune idée, j'avais 40 ans et je ne savais pas ce que je ferais quand je serais grande. J'avais aucune idée de ce que je devais faire. Et quelqu'un m'a parlé de la PNL. Quelqu'un m'a parlé de relation d'aide. Ces mots-là, je ne les comprenais pas. Je ne les ai pas intégrés. La deuxième fois que la personne m'en a parlé, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, relation d'aide ? Elle me dit, écoute, je te connais, là, j'ai l'impression que tu pourrais aider des gens. Ouf. Et elle me parle de PNL. Je vais taper sur le web. Programmation neurolinguistique. Programmation neurolinguistique. Je tape sur le web et ça m'appelle. Ça m'appelle et de toute façon, j'étais tellement bloquée. La vie, c'est comme le jeu de loi. C'est les cases où tu avances en lançant les dés. Eh bien, j'étais coincée dans une case. Je me suis dit, il faut que j'avance. Il faut que j'avance. Dans n'importe quelle direction, mais il faut que j'avance. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un cours de base et, bizarrement, le cours de base commençait 15 jours après. Wow. Je me suis inscrite au cours de base et tu connais la suite. C'est là que j'ai compris que je voulais aller dans cette direction-là. Puis à ce moment-là, j'imagine tu comprends tes souffrances, tes blessures. Qu'est-ce que tu découvres à ce moment-là? En fait, avant d'entrer en PNL comme on entre dans les ordres, j'avais eu à régler la colère et la tristesse parce que comme j'avais essayé de tuer mon mari, c'était pas une métaphore. Mais qu'est-ce qui s'est passé justement? Avec mon mari? Oui, ton mari, ça c'est le père de ta fille. Oui, en fait, j'achète une maison un 28 août avec lui, je me marie un 21 septembre, je tombe enceinte le 22 septembre au matin ou dans la nuit, pendant la nuit de noces, et 3 semaines plus tard, j'ai plus de mari. Donc, je découvre que je suis enceinte 3 semaines plus tard. Au moment où je le lui annonce, il disparaît. Enfin, il disparaît pas de la maison, il disparaît... je ne le vois plus, il me fuit en fait. Il me fuit et de fil en aiguille, il prend une maîtresse. Donc je fais toute ma grossesse avec un mari qui me trompe. Oh mon Dieu. Je suis harcelée par son ex, je suis harcelée par sa maîtresse, je suis harcelée par lui qui veut pas quitter la maison. Et puis j'accouche harcelée jusqu'à la maternité par son ex. 2 mois après l'accouchement, eh bien j'ai disjoncté. J'ai vraiment disjoncté. J'ai fait ce qu'on appelle un épisode psychotique. Chacun trouvera la justification derrière tout ça, je n'en sais rien, mais j'ai disjoncté. C'est-à-dire que je vois encore, j'ai l'image, mais j'ai plus le son. Je ne sais plus ce qu'il m'a dit pour me faire disjoncter. Et je l'ai attrapé par le col, je l'ai traîné tout le long de la cuisine, plaqué contre la gazinière, donc il était plaqué en arrière, hein. Quand on pratique les arts martiaux que j'ai pratiqués, on sait que c'est la position la plus vulnérable. Il n'avait plus aucune force. Il ne m'a pas vu arriver. Hein. Foum, je l'ai traîné, boum, je l'ai plaqué sur la gazinière. Il y avait un couteau à la hauteur de son oreille droite, hein, un couteau de cuisine. Et moi, je me suis vue le planter plusieurs coups de couteau et ça me faisait du bien. Ça me libérait parce que je me disais, je vais enfin pouvoir élever mon bébé en toute sérénité parce qu'en faisant un 3 en 1, je le tue. Son ex me laisse tranquille, sa maîtresse me laisse tranquille. J'ai juste oublié que je vais partir en prison. Mais sur le coup, pour moi, c'est la solution. Okay. C'est pour ça que je veux que les gens comprennent qu'au moment où un humain pose un geste, que ce soit un bon geste ou un mauvais geste, mais au moment où un humain pose un geste, il ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que quelqu'un qui se suicide, il n'a pas décidé de mourir, il ne va pas faire l'expérience de la mort juste parce qu'il n'a rien d'autre à faire. Il veut pas mourir, il veut arrêter de souffrir. Et à ce moment-là, c'est la solution. Eh bien moi, à ce moment-là, c'est la solution. Je tue mon mari et... j'ai une phrase qui me tourne dans la tête, je peux élever mon bébé en toute sérénité. J'imagine jusqu'où ça va. Ça va loin. Ça va très loin. Et heureusement que je ne l'ai pas fait, sauf que je ne sais plus si je suis dans le monde où je l'ai fait ou si je ne l'ai pas fait. Je suis complètement perdue parce que c'est lui qui me dit « vas-y, fais-le ». Quand il a vu que je croisais le couteau du regard, c'est lui qui m'a sorti de ma transe en me disant « vas-y ». Il est aussi perdu que moi. Il devient un personnage épouvantable, mais il ne comprend pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai compris, j'ai décodé. Mais sur le coup, il ne comprend pas. Ouais. J'ai épousé Dr. Jekyll, je le connaissais depuis quelques années, tout allait bien. Et 3 semaines après, j'ai Mr. Hyde en face de moi. Je ne le reconnais plus. Mais justement, qu'est-ce qu'on fait? Parce que clairement, t'as pas l'air une femme violente non, du tout. C'est vrai. Et pourtant... Mais comment on fait pour en arriver jusqu'à là? Est-ce que c'est parce que on pèse sur les mauvais boutons, puis c'est de s'alimenter, de se nourrir de façon très toxique? Tu sais, Sabrina, si on rembobine le film, la veille de mon mariage, mon père, qui essayait de m'alerter, parce qu'il connaissait le personnage, c'est pas un mauvais gars, le père de ma fille, mais il avait une vie dissolue. Et mon père, connaissant ce parcours-là, m'a dit « Pascal, est-ce que tu es sûr de ce que tu fais ?» Et moi, je lui ai répondu « Mais oui, papa !» Tu vas voir, je vais le rendre heureux. Tu sais, là, tu mets ta cape et Superman ou Superwoman. La sauveuse. Ah ben oui, je dis, mais oui, papa, tu vas voir, je vais le rendre heureux. Mais mon père, intuitivement, savait que j'allais au-devant des ennuis.
Okay. Et ça n'a pas traîné. 3 semaines après le mariage, j'étais dans les ennuis. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on veut sauver quelqu'un. Ouais. Et quand on n'est pas maître nageur et qu'on saute à l'eau pour sauver quelqu'un qui a de la même corpulence que soi ou plus corpulente, on coule avec. Eh bien, en ce qui concerne les problèmes qu'une personne peut traîner dans sa brouette, eh bien, vaut mieux qu'elle les règle avant. Tu sais, moi je dis, le bonheur, ça se partage. 1 + 1 = 2. Une personne heureuse plus une personne heureuse égale 2 personnes heureuses, donc un couple heureux. Mais le malheur, ça ne se partage pas. Il faut le régler dans son coin, là. Il faut régler le malheur dans son coin plutôt que le faire porter à quelqu'un d'autre. Parce qu'en plus, celui qui porte ton malheur, il va couler avec. Moi, j'ai voulu sauver 2 hommes, un de 10 ans de plus que moi, mon mari, et un de 15 ans de moins que moi. Donc, je le dis avec humour, j'avais un modèle 1952, mon mari, 10 ans de plus. J'ai pris un modèle 1975, 15 ans de moins que moi. Je pensais qu'il avait toutes les options. Il était pire que le premier, parce qu'on va de pire en pire. Okay. J'ai encore voulu le sauver, celui-là, et je suis encore tombée dans des situations catastrophiques. Mais là, j'ai appelé la police pour pas qu'on s'entretue. Et c'est la colère que j'avais, que j'ai réglée en shiatsu, manupuncture, parce que j'avais très peur de tuer le deuxième. J'avais pas vu le coup venir pour le premier, mais le deuxième me harcelait. Et là, je suis allée en shiatsu parce que, comme de nombreuses personnes, j'ai été étouffée par la colère et la tristesse. Exact. Et il faut s'en libérer. Donc, je m'en suis libérée à travers le corps grâce au shiatsu qui est de la manupuncture, parce que le corps garde les émotions prisonnières comme un filet de pêche. Tu vois, tes émotions restent comme dans un filet de pêche. Donc, la personne en shiatsu m'a libérée en 4 séances de la colère et de la tristesse. Et j'en ai eu la preuve parce que la dernière fois que le deuxième conjoint de 15 ans de moins que moi m'a attaqué, au lieu de disjoncter, ce dont j'avais très peur, je suis restée très calme. J'ai appelé la police avec un calme olympien. Je leur ai dit, je leur ai demandé de venir. Ils m'ont dit, madame, êtes-vous en danger? J'ai dit, non, pas moi, lui. Dépêchez-vous de venir. Donc, on se rend jusque-là parce qu'on est dans une relation toxique, parce qu'on veut sauver l'autre et parce que l'autre vous rend fou. Parce qu'en fait, dans la dépendance émotive, c'est-à-dire quand on est en couple, parce qu'il y a la dépendance émotive et la dépendance affective. Donc, si on parle du couple en particulier, mais il y en a un qui parle russe, l'autre chinois. On ne peut pas se comprendre. On ne peut pas. Il y en a un qui parle de prendre et l'autre qui parle de donner, mais celui qui donne, il n'a rien en retour. C'est effroyable. On ne peut pas se comprendre. Mais si on retourne justement à ton histoire, mais parce que est-ce que ici, tu crois que tu avais une dépendance affective à ce moment-là dans tes relations? Ah, carrément. Carrément. Ah, mais je voulais les sauver. Vouloir sauver quelqu'un pour se valoriser. Si tu veux, pour ma mère, je valais rien. Je valais rien pour elle. Bon. Est-ce que tu étais un enfant unique? Oui. Enfant unique? Oui. J'ai licencié ma mère. Puis tu n'as jamais eu de belles relations avec ta mère? Non, c'était compliqué. Okay. Mais je suis en paix. Simplement, comme elle est un miroir déformant, je ne me voyais pas tel que moi je me voyais. Je ne me retrouvais pas dans ses yeux, puisque je suis une écervelée irresponsable pour elle. Donc, ok, c'est pas la vision que j'ai de moi-même. Donc, à partir de là, eh bien, quand on t'a fait croire que tu ne vaux rien dans ton enfance, tu te dis, je vais prendre un moins que rien, parce que moins que rien, c'est pas grand-chose. Et donc, comme lui, il est dans le trou, je vais le remonter. Comme ça, je serai quelqu'un de bien. Je vais valoir quelque chose. Mais non. On cherche une valeur. Ouais, on cherche de l'amour puis de la valeur, de la reconnaissance. Mais tu coules avec. Tu coules avec. Personne ne peut sauver personne. Même un psychologue, un psychiatre ne peut pas être le psychologue ou le psychiatre de son conjoint. Et encore moins, un coach ne peut pas coacher son conjoint. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas. Donc, en fait, quand on sent, comme tu l'as senti à l'époque, à 25 ans, qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, il faut aller investiguer pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai une clientèle de jeunes, entre 18 et 30-35 ans, qui me disent, mais il y a un truc qui tourne pas rond, j'ai vécu une relation souffrante, je veux pas en vivre une autre. Ils sont allumés. Ils ont compris. Alors que nous, on a empilé des relations. Oui, mais je pense que c'est aussi parce que même nos parents ne parlaient pas de leurs émotions. Non. C'est une autre époque aussi. Là. Tout à fait. Tout à fait, absolument. Mais on nous aiguille pas. Non, je veux dire, on nous explique pas comment rencontrer la bonne personne. J'ai écrit Gagner au jeu des échecs amoureux et en préambule, j'ai écrit c'est pour les jeunes qui démarrent leur vie affective et pour les moins jeunes qui n'ont toujours rien compris. C'est parce que qu'est-ce qu'on fait là? On attrape le premier, celui qui court le moins vite ou celui qui nous saute dessus. On fait ce qu'on peut. On tire un numéro dans un chapeau et on essaie de faire quelque chose avec. Mais le drame, c'est qu'on va de pire en pire. C'est parce qu'à chaque relation qui est un échec, tu perds ta confiance, tu perds un morceau de ta confiance. Mais justement, parlons-en de la dépendance affective, parce qu'on entend souvent dire que c'est un manque d'amour de soi. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mais en fait, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime. Les gens font l'erreur de croire que c'est juste en couple, mais pas du tout. C'est ça, donc même si t'es seul, tu peux être dépendant affectif. Bien sûr. Puis t'es dépendant affectif avec qui?
Avec les amis, avec les collègues de travail, avec les patrons, avec des inconnus quand tu as peur du jugement. Et puis surtout, quand tu tombes dans des compulsions. Les compulsions remplissent le vide. En fait, la dépendance affective, c'est que tu dépends de ce que tes parents t'ont pas donné. C'est-à-dire que tes parents sont censés te donner reconnaissance, affection, protection. Si tu ne les as pas reçus, pas même trop, mal ou pas du tout, eh bien, ta confiance et ton estime ne se déploient pas, ne se développent pas. Okay. Donc, tu restes un enfant sur le plan affectif. Donc, c'est cette carence affective. La dépendance affective, c'est que tu es dépendant de ce que tu n'as pas reçu de tes parents. Et tu vas le chercher dans ta vie d'adulte. Donc, la dépendance affective, c'est le manque de confiance et d'estime qui produit un immense vide à l'intérieur qu'on va essayer de remplir par des substances externes, la drogue, l'alcool, la nourriture. Après, on va tomber le jeu, le travail, le sport. On va tomber dans des compulsions diverses et variées. Ce vide va provoquer de l'anxiété généralisée, dépression, burn-out, suicide et meurtre. Parce que le meurtre, moi, j'ai failli tuer 2 hommes parce que c'était à cause de la dépendance affective. Donc, tout ça fait que la dépendance affective, c'est de dépendre de ceux dont on n'a pas été nourri par les parents. Donc ceux qui ne sont pas en relation, ils se moquent de ceux qui sont en mauvaise relation, mais enlève-leur leur drogue, leur alcool ou peu importe la compulsion qu'ils ont, tu vas voir comment ils vont faire. Ils vont être en rébellion. Donc ceux qui sont dans les compulsions et qui ne veulent plus de relation parce qu'ils ont été broyés, je dis que ce sont des indépendants affectifs. Parce que l'inverse de la dépendance affective, c'est pas l'indépendance affective. C'est l'autonomie affective. Exact. Parce que l'indépendance affective sont des gens qui ont été broyés, qui veulent plus de relations, donc ils vont s'adonner à l'alcool, à la drogue, à toutes sortes de choses. Pour combler le même vide. Voilà, donc il y en a qui sont conscients qu'ils veulent plus jamais de relations parce qu'ils ont été broyés. Alors il y en a qui veulent plus de relations du tout avec aucun être humain parce qu'ils ont été broyés par stratégie de survie. Ils se retirent du monde. Il y a ceux qui veulent plus du tout de relations intimes. Et il y a ceux qui butinent. Et il y a ceux qui souhaiteraient une relation intime, mais ils n'y arrivent pas et ne comprennent pas pourquoi, au début de la relation, d'un seul coup, ils étouffent. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Du ghosting. Ils s'enfuient. Ils s'enfuient, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables d'expliquer ce qui leur arrive. Mais celui qui a été flushé, là, qu'on a laissé sur le carreau, lui, il court après parce qu'il veut des explications. Mais la personne qui d'un seul coup fait de l'anxiété parce que la relation commence à devenir sérieuse, elle ne sait pas expliquer. C'est ce qui est arrivé au père de ma fille. C'est aussi un peu la peur de l'engagement, j'imagine. Mais bien sûr, parce que le cerveau, il dit « la dernière fois que tu as été en relation, on a souffert là. Exact. On n'y va plus là. » Donc le cerveau, il met de l'anxiété parce qu'il dit « faut pas y aller, faut pas y aller ». C'est comme quand tu te penches au-dessus du vide. Oh, t'as peur. Donc, lui, exemple, ton mari a eu peur de l'engagement vu que là, vous alliez avoir un enfant. Donc, c'est comme si la relation passait à une autre étape. Sincèrement, je ne l'ai pas épargné parce qu'il avait 43 ans quand on s'est mariés. Il était un grand professionnel dans son domaine. Il avait eu des responsabilités professionnelles, mais aucune autre dans la vie privée, n'est-ce pas? Donc, on va dire que je l'ai un petit peu précipité, je reconnais. Mais je lui ai pas mis un revolver sur la tempe. Mais on achète une maison un 28 août, on se marie un 21 septembre. Le 22 septembre au matin, je suis enceinte. Ça fait beaucoup de responsabilités d'un coup, vois-tu? Ouais, je comprends. Et il l'a disjoncté sans comprendre pourquoi. Mais c'est parce que d'un seul coup, ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup. Oui. Et même lui, il comprenait pas ce qui lui arrivait. Il se reconnaissait pas non plus. Et avec le recul, je le conçois. Mais ce qui m'a amusée, c'est que quelques temps plus tard, je le croise en ville après qu'on ait divorcé. Et puis, il disait que je l'avais obligé à acheter une maison, obligé à se marier, obligé à avoir un enfant. Il avait été forcé. Et obligé à divorcer. Celle-là, je la trouvais bonne. Et obligé à divorcer. Ben oui, je l'ai obligé à tout, en fait. Bon. Mais aujourd'hui, on a une relation correcte. On a une relation tout à fait amicale par rapport à ma fille. Et puis, tu sais, surtout, ce qui est important, c'est que je n'ai jamais blâmé mes conjoints, je n'ai jamais blâmé ma mère, je n'ai jamais blâmé personne, je ne les ai jamais traités de pervers narcissiques. Ça m'agace au plus haut point, ça, parce que j'étais responsable de les avoir attirés. J'avais ma responsabilité, c'est 50-50. Si tu tombes sur quelqu'un qui te maltraite, c'est toi qui l'as attiré. Pourquoi t'es resté là? Ça, on va en reparler. Je trouve ça trop intéressant. Mais Pascal, si on retourne un peu justement à d'où vient la dépendance affective, donc tu nous parlais de l'enfance, tu sais, ce qu'on n'a pas eu de nos parents. Mais exemple, un enfant qui, pour X raisons, là, il n'a pas eu ses parents, il n'a pas eu son père, sa mère ou les deux, mais qui a été élevé par des grands-parents aimants, bienveillants, est-ce qu'ils peuvent quand même développer cette dépendance affective-là ou ils peuvent être comblés? Quelles que soient les personnes qui vont prendre en charge un enfant,
que ce soit des parents adoptifs ou des grands-parents, à partir du moment où ils donnent à cet enfant reconnaissance, affection, protection, l'enfant est paré. Sa confiance et son estime vont se développer. Le drame, c'est que s'il y a un parent qui le donne et l'autre qui est humiliant ou qui est toxique, eh bien, tes programmations vont se fonder sur celui qui te fait de la peine, celui qui te heurte, pas sur celui qui va être bon avec toi. Par exemple, il y a 100 personnes qui t'adulent. Je reprends le mot. Il y a 100 personnes qui t'apprécient. Mais vraiment. Et puis tous les membres de ta famille t'apprécient. Mais il y a un membre de ta famille qui t'a dit des vacheries dans ton enfance, ou qui a eu des comportements humiliants, ou qui a été toxique. Dis-moi pourquoi, quand tu es adulte, toutes ces personnes-là continuent à t'aimer. S'il y a une personne qui te critique, tu la crois, parce qu'elle va te rappeler cette personne qui était humiliante dans ton enfance, et tu vas la croire. Si tu n'as pas restauré ta confiance et ton estime, tu vas la croire. Donc, regarde les stars, là, ils ont je sais pas combien de milliers de followers, il y a quelqu'un qui les critique, ils sont démolis. Regarde tous les followers que tu as. Mais non, ils ne supportent pas la critique. Donc, c'est vraiment important de comprendre. Moi, j'appelle ça le rap des parents. Le rap. Reconnaissance, affection, protection. C'est vraiment important de comprendre que quand l'enfant est nourri dans cet aspect-là, sa confiance et son estime sont là parce que, en fait, à travers la reconnaissance, tu dis à l'enfant, tu existes. Tu fais partie de la famille, tu as ta place. Ce qui fait qu'une fois adulte, tu le sais, c'est pas un débat. Tu n'as pas besoin de valider auprès des autres que tu existes. Tu n'as pas besoin d'être esclave, de te plier en quatre. Tu existes, tu le sais, tu es ta propre référence. C'est de l'amour inconditionnel, veux pas. Ben oui. C'est pas avec condition. Ben surtout quand, en plus, tes parents t'ont aimé. Donc, à travers l'affection, ou tes parents adoptifs, ou tes grands-parents, ou peu importe, à travers l'affection, ils te disent, tu es aimable et estimable, nous on t'aime. Ce qui fait que tu sais aimer. Et tu sais que tu es aimable et estimable. Puis l'affection, c'est de démontrer, de le dire. Tout. Ouais. Tout. Et surtout, quand tu sais que tu es aimable et estimable, et bien si on ne t'aime pas, ça n'a pas d'importance. Moi, j'ai plein de détracteurs, il y a plein de gens qui me détestent, mais je suis très à l'aise avec ça. Ils ont le droit. Moi, je n'aime pas tout le monde, mais je n'ai aucune émotion négative envers personne. Mais je n'aime pas tout le monde. J'ai le droit de... Il y a des gens qui me laissent indifférente. Clair. Donc, si quelqu'un n'aime pas ce que je fais ou n'aime pas qui je suis, bon, bah, ça le regarde. Il en a parfaitement le droit. Je suis très à l'aise avec ça. Mais quand tu ne t'aimes pas, tu peux pas supporter que quelqu'un d'autre ne t'aime pas. Non, c'est sûr. Puis surtout quand ça vient d'un parent qui te le démontre pas, mais ça fait encore plus mal parce que c'est ta famille, c'est les gens les plus proches de toi. Donc tu te dis, si mes parents m'aiment pas ou ne démontrent pas leur amour, ben alors qui va m'aimer? Je ne vaux rien. Mais tu sais que l'être humain, quand même, c'est le seul être sur cette planète qui, une fois expulsé du ventre de sa mère, est déjà en situation d'urgence et de survie parce que ses premiers prédateurs peuvent être ses parents. Oh, je l'avais jamais vu comme ça. Et après, ces prédateurs, ça va être à l'école, en fait, dès qu'on sort du ventre de notre mère, on est jeté dans l'arène. On est en danger. Après, il va falloir que nos parents nous enseignent à louvoyer entre les gens toxiques ou repérer les gens qui sont qu'on peut côtoyer, qui sont fréquentables. Mais on est jeté dans la jungle. C'est ça, ils doivent nous protéger de l'environnement autour. Et nous donner les clés. De la société. Et on ne nous donne pas les clés. Donc, dès que tu es expulsé du ventre de ta mère où tu étais bien tranquille, normalement, et bien là, ça y est, tu es la proie des prédateurs, quels qu'ils soient. Donc, l'affection, c'est très important parce que, en fait, si je ne sais pas changer les pneus de ma voiture, je ne sais pas les changer, hein. Les pneus d'été, l'hiver, je ne saurais pas changer les tiens. Si je ne cuisine pas pour moi, je cuisinerai pas pour toi. Si je ne m'aime pas, comment je pourrais t'aimer? Et là où il y a un point hyper important, c'est que la majorité des gens pensent courir après l'affection. Mais non, les gens ne courent pas après l'affection. Ils courent après la reconnaissance. Parce que l'affection, c'est la manifestation de la reconnaissance. Si je te touche, je te reconnais. Les enfants qui ont été abandonnés ont beaucoup moins de résilience que les enfants qui ont été frappés. Parce que si je te frappe, je te reconnais. Je vois que tu existes, je te frappe. Mais si je te tourne le dos, je t'ignore, je nie ton existence. D'ailleurs, dans les disputes, quand il y en a un qui boude, c'est épouvantable pour l'autre. C'est une stratégie aussi pour contrôler l'autre. Oui. La bouderie, le silence, l'ignorance, c'est pire que les insultes. Parce qu'au moins, une insulte, tu existes pour l'autre. Oui. Mais si c'est l'ignorance, c'est terrible. C'est terrible. Donc, on ne court pas après l'affection. Mais moi, c'est ce qui m'a vraiment... Quand je t'ai rencontré puis que tu m'as expliqué tout ça, c'est la première fois que je l'entendais. Ben oui. Personne m'en avait parlé, tu sais, puis j'avais pourtant 25 ans, là, je veux dire...
ni à l'école, ni entre amis. Personne m'avait parlé de tout ça. Puis je trouve que c'est tellement la base. Mais c'est parce que je t'ai fait rentrer, Sabrina, dans le monde de Pascal Piquet. C'est-à-dire que j'ai ma façon d'exprimer les choses. Et même si j'ai tous mes diplômes en PNL, si j'ai associé d'autres diplômes, ma grande force, c'est mon expérience de vie. Ouais. Donc je ne suis pas académique, je n'ai pas appris sur les bancs de l'école, j'ai appris sur les champs de bataille. Je suis expérientielle et j'ai cette capacité de traduire par des métaphores et d'expliquer. Ouais. En fait, je répercute ce que j'ai compris de la vie, tout simplement. C'est du pratico-pratique. J'imagine que tu te reconnais aussi dans tes clients, donc c'est plus facile de les aider. Ah, mais toujours. Mais parce que j'ai un caractère particulier. Ouais. Donc, mes clients se reconnaissent en moi. Alors, tout à fait. Alors, j'ai écrit et je dis souvent que je m'aime à travers mes clients. Alors, évidemment, tu extrais la phrase de son contexte. J'ai l'air profil narcissique, la fille, tu sais, là, wow, qui bat des records, là. Mais non, mais c'est vrai. J'ai de l'affection pour mes clients, sans me sentir responsable d'eux. Mais ils sont tous importants pour moi, et tu le sais. Chaque client est un cheval de course qui rentre dans mon écurie. Et je suis disponible pour chacun de mes clients, même 15 ans plus tard, même 20 ans plus tard. Donc, oui, je m'aime à travers mes clients, parce que je me reconnais en eux. Ce sont des combatifs et eux aussi se reconnaissent en moi, sinon ils s'en vont, je leur fais une peur bleue, ne serait-ce qu'en me découvrant sur le web, j'ai un caractère particulier, coloré, il y en a que wow, je leur fais peur, mais il y en a d'autres qui me disent je veux travailler avec toi parce que je sens que tu es la bonne personne pour moi, je sens. Et c'est ce que je demande à mes clients. Je leur demande d'être 100% déterminés à changer, à se retrousser les manches et de savoir, de sentir intuitivement si je suis la bonne personne. Intuitivement, mais il y a tellement d'informations sur moi sur le web qu'à un moment donné, si tu étudies le dossier, tu sens si ça passe ou si ça casse. Oui, non, donc quand quelqu'un mais justement, on peut en parler parce que quand, dans le fond, comment je suis tombée sur toi, oui. C'est parce que, justement, donc je venais de vivre cette rupture amoureuse qui était très douloureuse. Puis là, j'en avais accumulé quelques-unes qui étaient semblables. Donc, je me disais, ici, je vois un schéma là, qui se répète. Ouais. Puis, je me suis dit, pour la première fois, comme je disais, que quelque chose devait changer, puis ça devait commencer par moi. Puis, je me rappelle très bien, je vais dîner avec mon frère, qui est plus âgé, puis je l'ai toujours trouvé très sage. Puis, on commence à discuter, puis il me dit, mais ça, tu serais pas dépendante affective. Puis, sincèrement, c'était la première fois que j'entendais les termes de ma vie. Puis, j'ai même pas répondu. Je me rappelle juste que j'ai figé. Mais le soir, en rentrant à la maison, je me suis mis à faire des recherches. Puis, j'étais comme, c'est quoi la dépendance affective? Puis, j'ai commencé à lire. Puis, j'ai tombé sur ton site web. Puis, tout à fait, tu sais, j'ai été conquis dès le premier regard, là, vraiment. Puis, justement, donc, tu parlais du livre Le syndrome de Tarzan que tu avais écrit sur la dépendance affective. Puis je suis comme, je sais tellement pas c'est quoi, je vais aller me l'acheter. Puis donc, je vais l'acheter. Je l'ai lu d'un trait. Puis je me suis tellement reconnue dans le livre. Puis, justement, on en parlait plus tôt. Là, dans le fond, tu parlais du trou noir affectif, celui qui prend. Puis le desperado, celui qui donne. Puis, en tout cas, moi, je me reconnaissais dans le desperado, là, celui, la grande sauveuse qui veut à tout prix sauver puis aider. Puis au final, tu te fais bouffer. Je me fais bouffer. Puis non seulement ça, je m'étais complètement oubliée dans la relation. Je savais même plus qui j'étais, ce que j'aimais. J'étais complètement dans un gouffre. Oui. Puis, en tout cas, ça m'a vraiment touchée. Puis je me rappelle encore de l'appel quand je t'ai appelée, puis je me rappelle encore j'étais où. Là, j'ai encore l'image là, très claire dans ma tête. Puis, c'est ça l'affaire, c'est que je pense que pour demander de l'aide, ça prend beaucoup de courage. Oui, j'ai été orgueilleuse longtemps, moi. Oui. Oui. Parce que j'avais un peu honte de faire l'appel, mais en même temps, je me disais, tu sais, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de quelqu'un, puis qui de mieux de quelqu'un qui est spécialisé dans la dépendance affective. Qui l'a vécu. Puis, écoute, j'ai été charmée. Tu m'as tout de suite mise en confiance. Puis, j'étais comme, OK, là, je suis entre bonnes mains. Tu sais, je suis entre bonnes mains. Puis, c'est drôle parce que mes parents, mes frères et tout, ça savaient pas que j'allais faire le coaching avec toi. Là. Je me suis juste rendue chez toi un beau jour. Puis, ça a été la plus belle expérience de ma vie. Mais tout ça pour dire, tu sais, merci. Parce que je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre dans ma vie. Je veux dire, j'ai encore des blessures à guérir, mais
Cette journée-là t'a fait une énorme différence dans ma vie. Oui, tu es venue faire un coaching sur 2 jours avec moi à la campagne à Saint-Jean-de-Matha. Mais c'est un plaisir pour moi. C'est un plaisir de partager ce que j'ai compris. Et le livre a été vendu à 35 000 exemplaires, même plus. C'est pas pour rien. C'est parce que les gens se reconnaissent dans mon histoire. Parce qu'on fait tous la même chose quand on est en dépendance affective. Hein. On fait tous la même chose pour être malheureux. Et pour être heureux, on fait tous la même chose. Et je te rassure, moi aussi, je continue d'évoluer en permanence. C'est ça qui est formidable dans la vie, c'est que mes clients m'enseignent beaucoup de choses. Je suis curieuse de tout. Je suis tout le temps en train d'apprendre, tout le temps en train de produire des articles, des livres, des podcasts. Merci de m'inviter aujourd'hui. Mais je suis tout le temps en train de communiquer. Moi, si tu me demandes ce que je fais, je vais te dire, je suis une femme de communication. Je communique sur le bonheur. Parce que le bonheur, j'ai pas cherché le bonheur, moi. Peut-être que toi, ça a été aussi ton élan, mais moi, c'est en fuyant le malheur que je suis tombée dans le bonheur. Je ne cherchais pas le bonheur, je cherchais à fuir le malheur. Okay. Et à un moment donné, je me dis, oh là, il pleut plus, il n'y a plus de tempête, j'aimerais bien rester là. Si j'avais eu le choix, je serais restée là, tu sais, dans le style qui tout double. Oui. Je serais restée à la période où, il pleut plus. Oh, c'est bien, il pleut plus, ça va, je vais rester là. Mais non, je me suis pris un coup de pied dans les fesses et boum, je suis allée où il fait soleil. Parce qu'il pleut plus, c'est pas ça le bonheur. Mais justement, Pascal, comment on passe d'une dépendance affective à un attachement qui est sain? Mais c'est plus un attachement. En fait, la différence, elle est très simple. C'est la différence entre le besoin et le plaisir. OK. Le besoin, c'est la dépendance et la soumission. Le plaisir, c'est l'autonomie et la liberté. Si tu es dans le besoin, t'es foutu. T'es coincé. Tu peux plus t'en sortir. Donc, il ne faut pas avoir besoin de l'autre. Faut pas avoir besoin. Si tu es dans le plaisir, parfait. Et si tu n'es plus dans le plaisir, quelqu'un qui vit en harmonie avec lui-même va se retirer. Parce que tu n'es plus dans le confort. OK. En fait, c'est confort, inconfort. Tu te rappelles, c'est +1, -1. Oui. Confort, ça, inconfort. je m'en rappelle le +1. Parce que tu me disais, tu dois rencontrer quelqu'un dans ta vie qui va t'amener quelque chose, un +1. Que toi, tu es déjà complète. Voilà. Puis lui, il va être un +1 dans ta vie. Exactement. Lui ou elle. Donc, 1 + 1 = 2, 1 - 1 = 0. Les +1 te mettent dans le confort, les -1 te mettent dans l'inconfort. OK. Alors, ceux qui te disent « sors de ta zone de confort », excusez-moi, mais à mes yeux, sont des gens dangereux. Parce que tu ne sors pas de ta zone de confort. Ton cerveau, il entend danger. Tu sors de ta zone de confort, tu te mets en danger. C'est ça qu'il entend, le cerveau. On ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi en coaching? Tu es venu élargir ta zone de confort à travers un enseignement et une déprogrammation. Exact. Si on prend les enfants de l'école primaire, on les met à l'université pour leur faire gagner du temps, on les a sortis de leur zone de confort. Hein. Oui. Sortir de sa zone de confort, c'est se retrouver parachuté au-dessus de l'Amazonie. Là, débrouille-toi. Tu sais pas quels sont les animaux dangereux ni les plantes dangereuses. Là, t'es sorti de ta zone de confort. On élargit la zone de confort. Il faut arrêter de vouloir faire sortir les gens de leur routine. Si leur routine leur va bien, s'ils sont heureux là-dedans, s'ils sont dans le confort là-dedans, foutez-leur la paix. Si une personne veut sortir de sa routine, elle va aller développer sa confiance, elle va élargir son champ d'action. Regarde, un petit renardeau, par exemple, il sort la tête de la tanière, il la rentre. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire quelques pas, les petits renardeaux, ils vont faire quelques pas autour du terrier, ils vont rentrer. Après, ils vont élargir leur champ d'action. La maman va leur enseigner. À leur propre rythme. À leur rythme. Donc, on évolue. Mais c'est pas vrai qu'on sort de sa zone de confort. Moi, j'ai vu des gens se mettre en danger. Il y en a un qui a voulu sauter de sa zone de confort. Sauter de sa zone de confort. Parce qu'il a sauté en parachute, il était mort de trouille, il a hurlé tout le long, il a eu la peur de sa vie. J'en ai une autre, elle a voulu faire la même chose, elle a vomi tout le long. Est-ce que ça a été productif comme expérience? Non, bien sûr c'est traumatisant. Donc on évolue. Moi, mes clients, ils veulent évoluer en développant la confiance et l'estime. Tu sais, la confiance et l'estime, quand on en manque, le manque de confiance et d'estime, c'est la source de tous les problèmes des êtres humains. Tous, nomme-en un. En dehors des problèmes de santé mentale. Nomme le moindre problème qu'un humain peut rencontrer, c'est un manque de confiance et d'estime. Donc, c'est souvent la problématique primaire chez tes clients? Mais chez tout le monde. À l'inverse, développe la confiance et l'estime, le monde est à toi. Puis comment on fait? C'est quoi tes meilleurs trucs pour développer notre confiance et notre estime? C'est pas des trucs, c'est un programme que j'ai élaboré dans lequel on s'inscrit. On va travailler déjà sur les programmations. Moi, en une demi-heure, je vais te montrer les mécanismes qui t'ont poussé dans la mauvaise direction. Une demi-heure, bim, 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 bim. Hop, on voit les mécanismes. Il y a beaucoup d'enseignements. Mon métier, en fait, tu sais, c'est moi qui parle le plus. Dans les séances, c'est moi qui parle le plus. Oui, mais c'est tellement facile à comprendre. Puis comme tu disais, avec tes métaphores, tes images, moi, je suis très visuelle. Fait que pour moi, c'est comme, j'adore ça. Puis de comprendre, parce que, tu sais, c'est beau de vouloir changer quelque chose, mais
Mais de comprendre un peu la théorie autour de ça. Il y a 80% d'enseignement et 20% de déprogrammation. Donc ensuite, on va travailler l'identité, savoir qui je suis, parce que quand tu sais qui tu es, tu deviens inébranlable. C'est-à-dire que personne ne peut te faire passer pour une deux de pique. Tu sais qui tu es. J'ai juste de me rappeler, tu vois, j'ai un flash là, qui monte là, quand je pense que justement pour la confiance en soi, bref, puis j'avais oublié dans quoi j'étais bonne ou ce que j'avais accompli. Oui. Puis sur des cartes, là, tu m'avais fait écrire toutes mes bons coups depuis ma naissance. Pour te montrer qui tu es. Oui, puis ça m'avait marqué parce que j'étais repartie avec, puis chaque soir, je devais le relire. Parce qu'on oublie aussi nos bons coups, on oublie ce qu'on fait bien. Mais parce que tu vas te focaliser sur ce qu'il y a de pas bon, et puis tu vas occulter complètement ce qui est bon. Parce que tu as eu peut-être des messages négatifs dans ton enfance. Donc, on va travailler sur l'identité. Moi, quand on me traite de gourou, de charlatan, que j'escroque mes clients et j'en passe et des meilleurs, écoutez, ça me dérange pas. Croyez ce que vous voulez. Parce que tu sais qui t'es. Mais c'est parce que ces gens-là ne m'ont jamais connu, n'ont jamais travaillé avec moi, donc ils peuvent toujours chanter, peuvent toujours chanter. Mais mes clients qui ont fait cette expérience-là, eh bien écoute, ils en sont enchantés. Je confirme que t'es pas une gourou. Mais, ou une charlatan. Je serais bien gourou ou chef de secte s'il s'agissait du calendrier des pompiers, par exemple, tu vois. Je veux bien être la chef de secte des pompiers du calendrier, oui. Là, on peut s'arranger. Mais sinon, non, je demande juste mes honoraires et tu sais que je suis d'une grande générosité puisque le forfait comprend un suivi sur une durée illimitée dans une sphère de confiance et de respect. Comme tu disais, tu deviens la tour de contrôle. Oui. Ça, je vous apprends à piloter parce que l'image est là, c'est-à-dire que nos parents sont censés nous enseigner à piloter. Mm-hmm. Et puis, une fois qu'on sait piloter, ils sortent de l'avion comme un moniteur d'auto-école. Mais pour la plupart des gens, les parents ont sauté de l'avion tout de suite, donc tu te retrouves en piqué vers le sol, ou alors ils sont restés dans l'avion et ils ont envoyé 2 messages différents. Il y a des parents qui vont te dire « pousse-toi de l'imbécile, t'es pas capable de le faire, je vais le faire à ta place ». C'est mon cas. Ma mère, c'était ça. Ou les parents qui vont dire « tu vas voir ma chouchounette, papa et maman vont le faire pour toi ». Eh bien, une fois que tu quittes tes parents, tu sais rien faire parce qu'ils ont toujours tout fait pour toi. Ça, c'est pas aider l'enfant vouloir être trop surprotégé. Là. Trop ou pas assez, ou pas du tout. C'est ça, comme tu disais. Tu reviens au même résultat, manque de confiance et d'estime dans certains domaines. Et alors, le plus fort, c'est que tu peux avoir une confiance incroyable en toi. Tu peux être un leader dans ta vie professionnelle, prendre des décisions, être vraiment performant, percutant, parler devant les micros, parler devant les caméras. Moi, j'en connais beaucoup, des clients de cet acabit. Mais quand ils sont dans leur vie privée, c'est la catastrophe. Pourquoi ? Parce que c'est l'enfant intérieur qui prend les commandes. L'enfant intérieur rime avec peur. Moi, je l'appelle le terroriste terrorisé. C'est-à-dire que quand lui, il prend les commandes, il a 6 ans, il est aux commandes d'un avion d'adulte et il ne sait plus quoi faire. Donc, il panique. Et c'est cette dualité qui fait qu'on est en dépendance affective. C'est qu'un coup, c'est l'adulte qui réagit, un coup, c'est l'enfant, mais l'enfant est plus fort que l'adulte. Donc, quand on est dans les compulsions, quand on est dans les mauvais comportements, ça ne sert à rien de se battre contre les compulsions et contre les mauvais comportements parce que l'enfant est plus fort que l'adulte. Ce qu'il faut faire, c'est faire grandir l'enfant, s'en libérer pour devenir complètement adulte. Je comprends. Et donc, l'enfant intérieur, certaines philosophies vont dire il faut le dorloter, le chouchouter, le rassurer. Mais non, essaie de rassurer un terroriste. S'il y a dans l'avion, tu es agent de bord, il y a un terroriste en première classe qui va sauter sur le dos du pilote. Est-ce que tu es tenté de lui apporter du champagne ou le prendre par la peau des fesses et le sortir de l'avion ? Il faut le sortir. Il faut le sortir. Mais bien sûr, parce que c'est un terroriste. Alors, attention, il ne faut pas confondre l'enfant intérieur et l'âme d'enfant. Oui, c'est quoi la différence ? Elle est énorme. L'enfant intérieur rime avec peur. C'est le petit maudit qui prend les commandes et qui t'envoie dans les tours du 11 septembre. Alors que l'âme d'enfant, c'est la capacité à s'amuser, à s'émerveiller, à rire, à jouer, à apprendre. Moi, je suis dotée d'une âme d'enfant extraordinaire. Je suis une vraie gamine, je m'amuse comme une petite folle. Je m'amuse tout le temps, j'ai du plaisir tout le temps. C'est important pour moi. C'est de réveiller la joie de vivre. Combien de personnes qui nous écoutent en ce moment ont perdu la joie de vivre, ont perdu le rire. Depuis combien de temps vous n'avez pas ri ? Un fou rire où tu peux plus t'arrêter, ou fait une surprise, ou reçu une surprise, ou été émerveillé, ou avoir eu un plaisir fou à faire quelque chose. Mais beaucoup s'endorment là-dessus. Mais est-ce que c'est parce qu'on est trop justement dans notre vie qui va vite, puis là on est trop enseveli dans nos problèmes, on pense juste à ça au lieu de justement prendre le temps de savourer puis de s'amuser? Mais c'est facile à comprendre. Demande à un lapin qui est au milieu d'une meute de loups à quoi il pense. Est-ce que tu penses qu'il a envie de rire et de s'amuser ? La meute de loups étant tous les problèmes que peuvent rencontrer les êtres humains. Donc le lapin, ça spine, ça fait le hamster dans sa tête là, et il a peur. Donc il a pas l'espace pour s'amuser.
Alors que, en fait, le même lapin, tu le mets au milieu d'un pré à brouter des pissenlits où il n'y a aucun danger. Donc, il faut changer l'environnement. Et il faut évaluer. Moi, c'est mon métier aussi, d'évaluer dans ton environnement ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut changer, ne pas changer. Et puis remettre de l'ordre. Travailler au niveau des comportements, l'environnement, les comportements, les capacités, les croyances, l'identité et la philosophie de vie. On va travailler selon la pyramide de Robert Dilts, qui est tout à fait cohérente. C'est du pratico. De la PNL. C'est du pratico-pratique. Ouais. Le père de la PNL, c'est Milton Erickson. Ah oui, Milton Mais Erickson. Dilts, il a fait perdurer. Mais il a fait évoluer. Ma formation, donc je suis pas encore 100% habile. Mais tu vois, la PNL évolue, c'est ça qui est extraordinaire. Mais la PNL, c'est incroyable. Oui. Puis je pense que tout être humain, là, qu'on soit dans la relation d'aide ou non, devrait suivre cette formation-là. Je trouve que c'est formidable. Il y a tellement de choses qu'on devrait à l'école, évidemment. Mais ce que je trouve d'extraordinaire par rapport à la PNL, c'est que c'est comme apprendre les notes. Après, tu apprends les gammes. Après, tu apprends à jouer d'un instrument. Puis après, le piano, par exemple. Après, tu vas jouer les concertos des autres. Mais moi, là, j'ai trouvé mes propres concertos. C'est-à-dire qu'avec la PNL pour base, j'ai monté mes propres techniques adaptées à ma clientèle. Et je me régale. Parce qu'une fois que tu as compris le principe, c'est fabuleux, c'est fabuleux. La PNL, c'est un monde de possibilités. Tu peux être créatif, là. Oui. Alors mes clients ils me disent mais à quel moment tu fais de la PNL? À quel moment tu fais de l'hypnose? À quel moment ça commence? Ben tu vois, moi je savais pas c'était quoi la PNL quand je t'ai rencontré, puis c'est après à y repenser, je suis comme elle m'a fait faire la PNL, puis je m'en rappelle à des moments précis. À un moment donné, tu tenais mon bras, c'était de l'ancrage. Oui. Un autre moment. Mais tu vas reconnaître. La base est là. Non, mais c'était tellement intéressant. Puis, tu sais, aujourd'hui, moi, là, ça m'a tellement libérée. Ça m'a libéré énormément tes techniques sur moi. Ben oui. Tu sais, je me rappelle d'un moment donné, tu me disais, ben, tu sais, des choses plus négatives que des gens dans ton entourage t'avaient dit. Puis là, prends-les, là, comme des briques, là. Puis là, OK, tu veux les mettre où? Puis j'étais comme dans un feu. Puis là, j'allais les porter. Ça, c'est la brouette. Ça, c'est la brouette. La technique de la brouette, oui. Mais ça, là, ça m'a marqué parce que je le sentais physiquement qu'un poids s'enlevait de mes épaules. Absolument, absolument. Et donc, quand mes clients me disent, mais à partir de quand tu fais de la PNL? Je dis, tu sais, le premier jour où tu m'as téléphoné, au premier mot que je t'ai dit, c'était déjà de la PNL. Wow. La PNL, c'est extraordinaire, c'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. C'est un monde de capteurs qu'on va activer et je me régale parce que j'ai ce talent-là. Je l'ai découvert après 40 ans que j'avais ce talent-là, mais j'ai ce talent-là et je me régale parce que je m'amuse beaucoup avec mes clients. Tu as vu, c'est pas souffrant. J'en ai vu arriver avec la boîte de Kleenex sous le bras. J'ai dit, mais non. Mais ils ont peur, c'est drôle. Hein. Ouais. J'en ai vu arriver avec des grosses taches de sueur sous les bras. Là. Ils ont eu peur tout le long de la route. Même 2 jours avant, ils stressaient. Et puis, dès que j'accueille sur le stationnement, tu as vu, dès que j'accueille mes clients, boum, le stress est parti, c'est fini. Vrai. Et on rentre dans un monde extraordinaire où on apprend et on évolue et les comportements changent parce qu'on travaille en collaboration avec l'amygdale et l'hippocampe qui sont les 2 parties du cerveau. Une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça aussi c'est moi qui ai appris, je l'ai appris toute seule, en autodidacte. Le cœur, le corps, les poumons, tous les organes, les émotions, le cerveau, je suis une fan du cerveau. Mais on vit dans un monde magique. Quand on a 75 millions de cellules, c'est un univers magique dans lequel on est là. Je suis fascinée. Mais c'est un miracle. Mais ça se répare. Les os se ressoudent, la peau se referme. Le cerveau est extraordinaire. Donc pourquoi stresser 75 millions de cellules? L'idéal, c'est de se mettre dans un environnement qui est épanouissant. Les plantes et les animaux, si on leur change leur environnement, ils vont crever. Hein. Mais nous devons de trouver le meilleur environnement qui soit, le plus épanouissant qui soit. Personnellement, je suis exactement à ma place au Québec, à Saint-Jean-de-Mata, je suis à ma place dans ma vie professionnelle, dans ma vie amicale, dans ma vie de maman, dans ma vie familiale. Je suis à ma place partout. Et c'est ce que j'enseigne. Mais parce que aussi, tu as fait ce travail-là, puis c'est vraiment beau et inspirant de t'écouter, Pascal. Mais pour des gens qui, par exemple, se reconnaissent dans ce type de relation-là, pourquoi on a tendance à attirer ou répéter les mêmes schémas en amour? Parce que si tu parles le français, c'est parce qu'on t'a parlé le français dans ton enfance. Les mauvaises programmations de ta conception jusqu'à aujourd'hui, elles reposent sur les gens toxiques et négatifs qui t'ont encadré et les événements malheureux qui te sont arrivés et qui t'ont donné une mauvaise perception du monde et de toi-même. Il faut comprendre que le cerveau est une enregistreuse, une machine enregistrée. Tu enregistres tout. En plus, on a les cellules miroirs. Il y a le mimétisme. Et de 0 à 2 ans, le cerveau télécharge les subconscients des personnes qui t'encadrent. On télécharge la psychogénéalogie, c'est que tu télécharges les histoires des personnes qui t'encadrent, qui ont elles-mêmes les histoires de leurs ancêtres. Tout ça mélangé,
Ça fait que ça t'envoie dans la mauvaise direction parce que tu tombes sur des fausses croyances. On te nourrit de fausses croyances qui t'envoient dans la mauvaise direction. Alors, on va les dire, il y en a des principales, les fausses croyances. Aimer, c'est souffrir. Burke, quelle horreur. Aimer, c'est être heureux. Donc, aimer, c'est souffrir, c'est faux. Aimer, c'est être heureux. Il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis, c'est faux. C'est faux, il faut se respecter, trouver la zone de confort avec la personne. On est capable de se parler, trouver une relation gagnant-gagnant. Les extrêmes s'attirent, alors celle-là, elle est géniale. Donc, comment est-ce que les extrêmes... Tu me devances dans le petit jeu que je devais faire, c'est trop drôle. Continue. Dans les extrêmes, c'est-à-dire comment quelqu'un qui est radin pourrait être avec quelqu'un qui est dépensier, comment quelqu'un qui est complètement introverti pourrait être avec quelqu'un d'extraverti. Mais ça, c'est le terrain propice à des disputes sans fin. Donc, c'est qui se ressemble, s'assemble. Okay. Il y en a toujours un qui domine. Oui, dans les couples déséquilibrés, il y a un dominateur et un dominé. Pas dans les couples équilibrés. Il y a deux partenaires complètement équivalents. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ah ben flûte, si t'as tout, qu'est-ce qu'on fait ? On t'enferme à l'hôpital psychiatrique. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir tout ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire avoir le bon job, le bon domicile, le bon entourage. Pas forcément être en couple. On peut tout avoir en tant que célibataire. Un conjoint ou une conjointe ne fait pas partie d'un tout. Un tout, c'est nous. On n'est pas des moitiés. Un tout, c'est nous. Donc, le conjoint n'entre pas en ligne de compte. C'est je suis un célibataire heureux. Exact. Puis même en couple, on reste un individu à part entière. Définitivement. Et heureusement, sinon tu te dilues dans l'autre. Donc, ce sont deux entités qui se rencontrent. Ce sont deux partenaires de vie qui sont partenaires, qui ne sont pas maîtres et esclaves. Donc, toutes ces fausses croyances, moi, je les ai gobées et j'ai failli tuer 2 hommes. Alors, un beau jour, je me suis dit, Pascal, ça doit pas être la bonne direction. Et quand je me suis mise à étudier toutes ces fausses croyances, je me suis rendu compte que ça t'envoie dans la mauvaise direction. Évidemment, il y a des gens qui sont enragés après moi parce que ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils font des sacrifices, des concessions et des compromis avec Ginette ou avec Roger. Et puis, d'un seul coup, la Française Flyée, elle dit ça dans les médias. Ils sont fâchés. Ils disent, quoi là ? Moi, j'ai fait des sacrifices, des compromis, des concessions. Mais ok, vous en avez fait. Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Exact. Est-ce que ça vous a apporté le bonheur ? Parce que acheter la paix, c'est une chose, mais se laisser écrabouiller à longueur de journée, c'en est une autre. Et me dis pas que quelqu'un qui se fait écrabouiller, à moins que ce soit du sadomasochisme, là, on écarte cet aspect-là. Mais comme tu dis, c'est parce qu'on est responsable de notre bonheur. Donc, si on reste dans cet état-là de malheur, de négativité, de sacrifice, de lourdeur, ben, je veux dire, on est responsable. Il n'y a personne qui va venir nous sauver. Là. Personne. Et c'est là que la dépendance intervient. C'est que la solitude, elle est pire que d'être maltraité. Quand des gens se moquent d'un homme qui est trompé à tour de bras par sa femme ou d'une femme qui est frappée dans la violence conjugale et qu'on dit c'est bien fait pour elle, elle aime les coups, puisqu'elle ne le quitte pas, elle doit aimer les coups, et lui c'est bien fait pour lui, il est cocu et puis il doit aimer ça parce qu'il ne s'en va pas. Voilà, ça ce sont des gens qui ont des jugements comme ça très abrupts. Alors moi je leur dis écoute, je t'emmène en haut du Grand Canyon, au bord du précipice. Et je te propose, soit je te frappe, soit tu sautes dans le précipice. Qu'est-ce que tu fais ? Évidemment, tout le monde va me répondre tout penaud, je me laisse frapper. Je dis, voilà, tu viens de comprendre la dépendance émotive. C'est que quitter l'autre, c'est crever. Alors l'autre, il peut te prostituer, te frapper, t'humilier, te traumatiser, mais tu peux pas le quitter, parce que le quitter, c'est crever. Pour les personnes en grande dépendance, ça s'appelle crever. Donc ça veut dire que, en fait, c'est pas la solitude qui tue, c'est la peur de la solitude. Parce que de nombreuses personnes sont incapables de vivre seules. Elles ont quitté les parents, elles se sont accrochées à un conjoint ou une conjointe, puis après à une autre liane, une autre liane, et une autre liane, et une autre liane, et d'un seul coup, ils tombent célibataires. D'où la métaphore de Tarzan avec ses lianes. Exactement, libérez-vous des lianes de la dépendance affective. Et à un moment, à 50 ans, il faut que tu vives célibataire, c'est la panique. Moi, j'en ai vu à 50 ans retourner chez papa-maman, incapable de vivre seul. Oh. Il a fallu faire un retour progressif à la maison, je blague pas, et puis je les comprends, et je ne juge jamais parce que je les comprends. Ils n'ont jamais vécu seuls. Être seul pour eux, dans une pièce, dans une maison, dans un appartement, c'est inconcevable. C'est juste le silence. Il y a beaucoup de monde qui ont de la difficulté avec le silence. Mais carrément. Il y en a un, il mettait la radio, la télé et le ventilateur pour s'endormir. Moi, j'étais comme ça quand j'étais plus jeune aussi. Voilà. Donc on toujours la télé, la musique, toujours avoir un bruit ambiant. Exact. Oui. Donc, on fait un retour progressif vers le célibat, parce que le célibat heureux, c'est le diplôme qui te permet l'université des couples heureux. Mais tant que tu n'es pas un célibataire heureux, tu vas attirer des problèmes, parce que, en fait, dans ton site internet subliminal, tes auras, ce que j'appelle le site internet subliminal, tout est inscrit. Donc, si tu es une proie, c'est écrit en gros. Je suis une proie, mangez-moi, mangez-moi. Et si tu es un prédateur, c'est écrit en gros aussi. D'où la raison qu'on attire ce genre des personnes qui sont semblables à nous. Carrément, tu es en déséquilibre affectif. Qui ont les mêmes déséquilibres. Tu vas attirer quelqu'un qui est en déséquilibre. Si tu es en équilibre affectif, normalement, tu n'attires pas les déséquilibrés. Ils n'ont aucun intérêt pour toi. Et sinon, tu les vois venir là, parce que... Carrément.
Ouais. Parce que je donne les outils pour les voir venir. Le détecteur de névrosés. Ah oui. Ben oui, ça fait partie de mon travail aussi Quand j'étais célibataire, après t'avoir rencontré, j'en ai vu venir. Exactement, mais parce que tu as les consignes de sécurité, tu as le plan de vol pour identifier, parce que c'est un recrutement. Et ça n'enlève rien au romantisme, mais c'est un recrutement. On recrute la personne la plus proche de soi. C'est pas nos parents, on les quitte, c'est pas nos enfants, ils nous quittent. La personne la plus proche de soi, c'est un conjoint, une conjointe. Donc c'est un recrutement. Il faut faire attention. Il faut analyser la candidature. Il y a des points à vérifier. Parce que la personne qui est en dépendance affective, c'est facile à détecter. Il faut lui poser certaines questions, on va avoir la réponse. OK, comme exemple? Les relations avec les parents. La personne, si elle te dit, il y a 5 questions à poser. Les relations avec les parents, les relations avec les ex, la vision du couple, où la personne soit dans 5 ans et les regrets. Les parents. Si la personne te dit « je hais mes parents », ouf, t'as compris? Ouais, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ou j'en ai marre de mes parents, mais j'arrive pas à prendre de la distance, mes parents m'envahissent, ils continuent à m'humilier. Le conjoint, là, il va craquer. Hein. Il va en avoir assez, à un moment donné, il va s'en aller. C'est pas vivable. OK. Personnellement, je dirais, mon père est décédé et ma mère, je l'ai sortie de ma vie, mais je suis en paix avec ça. Je suis très en paix avec elle, je suis très empathique, mais ça servait à rien. J'en ai parlé tout à l'heure, le miroir déformant. Ouais. Quand quelqu'un est un miroir déformant, c'est-à-dire qu'il te reflète de toi une image erronée, éloigne-toi. Si je t'enferme dans une maison où tu crois que tu fais 300 livres avec les miroirs là, ou 400 livres, mais tu vas finir par le croire, parce qu'à force de te regarder dans le miroir, tu vas finir par croire que tu es cette personne-là. Donc les miroirs déformants, il faut s'en éloigner. Donc moi, je dirais simplement, je suis en paix avec mes parents, je suis en paix avec ma mère, je suis très très en paix avec elle. La porte est ouverte. Les relations avec les ex. Mais tous mes ex étaient tous des alcooliques, ou tous ils m'ont tous trompé, tous. Et puis, on jette le blâme sur l'autre. Ou les hommes, c'était toutes des hystériques, toutes des jalouses, toutes des folles, toutes des ci, toutes des ça. Elles m'ont toutes trompé. Bon, premièrement, la personne ne prend pas ses responsabilités. Deuxièmement, elle a la faculté d'attirer toujours le même profil. Et ça, c'est une réalité, c'est une programmation. Ouais. Ce qui est écrit dans ton site internet subliminal, tel que tu as été traité par tes parents, tu vas attirer des gens qui vont te traiter de la même façon. C'est fou, mais c'est comme ça. Pour te faire vivre le même scénario. C'est ça aussi la loi de l'attraction. Tu attires, si tu as un déséquilibre affectif, tu attires des déséquilibrés. Donc, les parents, les ex, les relations avec les ex. Attention aux ex qui sont très présents ou très présentes aussi. Hein. Ouh là là, faut faire attention. OK. Oui. L'ex qui appelle pour un oui pour un non parce que l'évier est bouché ou je sais pas quoi là, puis que le nouveau copain il part ventre à terre la sauver là. Faut faire attention. Il faut que la personne sache faire la circulation. D'alerte. Là. Oui, faut faire la circulation entre la nouvelle rencontre et l'ex. C'est à la personne de savoir mettre chacun à sa place. Okay. Ensuite, la vision du couple. Très important, on n'en parle pas ça. C'est vrai. Mais la vision du couple, elle est très importante. Il y a des personnes qui veulent pas vivre sous le même toit. Il y a des personnes qui ne veulent pas d'enfants. Il y a toutes sortes de différentes relations qui peuvent être évoquées et envisagées, mais il faut que les deux soient d'accord. Mais quand on se dit oui, il veut pas d'enfant, mais moi je vais arriver à le forcer à en faire un, ou il veut pas vivre sous le même toit, mais je vais l'avoir à l'usure, un jour je vais finir par mettre ma brosse à dents dans sa salle de bain, bonne chance. Bonne chance. Et puis la question aussi, où te vois-tu dans 5 ans ? Certains se voient sur des bateaux faire le tour du monde à la retraite. Non merci, moi j'ai pas le pied marin. C'est pas du tout dans mes ambitions. Ou alors, ça se voit ici, des rencontres avec quelqu'un qui est émigré comme moi. Tu rencontres un Français, mais le Français, il a un contrat de 2 ans puis il va retourner en France. Ou alors, il a le désir de partir vivre en Afrique. Ou tu rencontres quelqu'un qui te dit, moi je vais aller vivre au Costa Rica. Mais toi, tu veux pas du tout ça parce que tu veux pas quitter ta famille. Bon, mais attention. On avait voulu me faire rencontrer quelqu'un qui avait une grande propriété, mais en Estrie. Ok. Il avait des chiens de traîneau, donc moi j'ai eu des chiens aussi, mais pas de traîneau. Mais j'ai une grande propriété, j'avais eu des chiens. Lui, il avait une grande propriété en Estrie, il avait des chiens de traîneau, il avait ses pistes et tout ça. Et on me dit, on voudrait te le faire rencontrer. Je dis non merci. Je dis mais pourquoi ? Je dis mais parce que j'irai pas habiter chez lui. Il ira pas habiter chez moi. Ça va servir à quoi ? J'ai pas envie de faire 200 km ou 300 km ou je sais pas. Là. Non, je veux quelqu'un qui vient chez moi, pas moi aller chez quelqu'un. D'où l'importance de se connaître, de bien se connaître, puis aussi de savoir ce qu'on veut. Mais oui, mais le monsieur en question a fait la même réflexion. Il a fait la même réflexion. Il a dit non, elle a une grande propriété à laquelle elle tient. Moi, je tiens à la mienne. J'ai mes pistes pour mes chiens de traîneau. Je veux pas y aller. Ça servait à rien qu'on se rencontre. Pourquoi faire ? Pour l'amitié ? Est-ce que ça existe, l'amitié entre hommes et femmes ? Oui, mais bon...
J'ai beaucoup d'amis, hein, j'ai pas besoin. Tu sais, il y a plein de gens qui me disent j'aimerais bien prendre un café avec vous, on pourrait être amis. J'ai écouté, ou j'aimerais bien aller manger avec vous, on pourrait être amis. J'ai dit, avec des propositions comme la vôtre, je serais accro à la caféine et obèse. Et en plus, j'ai tous les amis qu'il me faut, merci beaucoup, je suis servie. Et la 5e question, les regrets. Quels sont vos regrets? Quand quelqu'un dit, par exemple, c'est simple, quand quelqu'un dit « je regrette de ne pas avoir eu de diplôme ». Je regrette de ne pas avoir fait d'études. Il y a une aigreur là derrière. Okay. C'est une personne qui a un complexe d'infériorité par rapport à ceux qui ont des diplômes. Je regrette d'avoir trompé ma femme ou je regrette d'avoir trompé mon mari. Ça veut dire qu'il serait encore avec si s'était pas fait virer. Je regrette d'avoir tué quelqu'un, là non, hein, ça c'est une bonne chose. Pour les délits face à la loi, c'est des bonnes choses. Mais avoir des regrets, tu vois, j'aurais voulu, je sais pas quoi, souvent j'ai des Français qui me disent j'aurais voulu aller au Québec. Mais tu sens dans la façon de le dire que c'est une aigreur. Fait que dans le fond, ça va peser dans la relation après. Oui. Il y a quelque chose dans la confiance de la personne. Moi, je regrette rien, mais rien de rien. Au contraire. Tout ce que j'ai pu vivre, dans le bon comme dans le mauvais, ça fait de moi ce que je suis en face de toi aujourd'hui. Donc, je regrette rien. Mais rien. Vraiment. En fait, on dit même merci. Ah, vraiment? Oui. Ces personnes qui nous ont fait souffrir. Absolument. Ils se reconnaîtront grâce à eux. J'aime ce que je suis aujourd'hui. C'est la dédicace du syndrome de Tarzan. Puis, grâce à eux, tu es la personne que tu es aujourd'hui, puis t'aides des milliers de personnes. Mais... Pascal, pour aller plus dans le concret, là, pour des gens justement qui nous écoutent aujourd'hui, qui peut-être se reconnaissent dans certaines choses, ça serait quoi des outils concrets pour développer une autonomie émotionnelle, pour être bien avec nous-mêmes? Là? Tu sais, en fait, je considère que les gens ont un manque de confiance et d'estime sur une échelle de 1 à plus de 10. OK. Ceux qui sont entre 1 et 4, ils fonctionnent. Ils ont des belles valeurs, ils ont un petit manque de confiance. Bon, c'est pas grave. Ils vont être en couple, il y en a peut-être un qui va diriger un peu, mais l'autre le laisse faire, ça l'arrange. 5 et plus, ça devient compliqué. Quand on est à 5 et plus sur l'échelle de Richter de la dépendance affective, donc du manque de confiance et d'estime, on tombe dans les violences. On tombe dans la violence verbale, psychologique, physique, économique et sexuelle. Et dans tous les domaines, professionnel, social et privé. Là, ça devient compliqué, parce qu'on devient ou dominateur ou dominé, ou on alterne suivant les situations. Il y a des gens qui vont rester dominés toute leur vie, et il y en a qui vont alterner. Il faut savoir qu'un dominateur est toujours dominé par quelqu'un d'autre, toujours. Toujours. C'est le sujet du livre que je suis en train d'écrire. Il faut le comprendre. Et que leur point commun, c'est la peur. Donc, pour restaurer la confiance et l'estime, c'est vraiment de passer par un programme comme celui que j'ai mis en place ou d'autres mettront en place. Mais il faut D'ailleurs, on va mettre les liens de ton site web et de ton... Il faut vraiment restaurer la confiance et l'estime. Et c'est un travail de fond. Et c'est surtout un enseignement parce qu'il faut apprendre à louvoyer en nos troubles. C'est ce que j'appelle louvoyer en nos troubles. Quand on se fait bouffer tout le temps, on ne comprend pas pourquoi on se fait bouffer. Mais il faut reconnaître les prédateurs, il faut savoir s'en éloigner, il faut savoir les neutraliser si besoin est. Mais ça, quand t'as pas confiance en toi et quand on t'a rien expliqué, c'est comme nager dans une eau où il y a des piranhas et des requins et tu sais jamais à quel moment ils vont t'attaquer. Et quand tu dis les neutraliser, qu'est-ce que tu veux dire? Les neutraliser, c'est faire en sorte qu'ils ne puissent plus t'atteindre et qu'ils ne te heurtent pas et qu'ils ne puissent plus t'atteindre. Est-ce que c'est comme un peu mettre nos limites? Oui. Oui, hein? Oui, parce que si tu domines un dominateur, tu deviens pire que lui. Et tu piétines tes valeurs. Exact. Et les personnes qui ont des belles valeurs ne peuvent pas les piétiner. Et quand tu as des belles valeurs et que tu es une proie, tu te fais bouffer tout le temps. Parce que tu tombes sur des gens qui n'ont aucune valeur. Et eux, pour eux, c'est leur nombril qui prime. Donc, ils vont forcément te bouffer tout cru. Tout cru. Donc, c'est vraiment de garder des belles valeurs. Mais neutraliser quelqu'un, c'est par exemple, ou s'en éloigner si on en a la possibilité, ou rester impassible. En ninjutsu, dans les arts martiaux, on dit « fais de toi un vide où s'abîme l'attaque ». C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas te heurter. Quand tu as confiance en toi, que tu es inébranlable, ils peuvent toujours essayer. Bon, il y a plein de gens qui essayent. Mais ils ne peuvent pas m'ébranler. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais concrètement, c'est de ne pas répondre, de rester... Que ça ne te heurte pas, tout simplement. Que ça ne te touche pas. OK. Et ça les fait pas virer plus dingue que ça? Ça, c'est plus ton problème. OK. C'est plus ton problème. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont se servir de la police et des tribunaux pour t'attaquer. À ce moment-là, faut passer par la police et les tribunaux, mais en restant dans la bienveillance. Mais il n'y a que ça qui va les arrêter. Donc l'objectif, c'est de toujours garder ton bonheur entre tes deux oreilles. De ne pas laisser le pouvoir à ces gens-là de te traumatiser, ou de te heurter, ou de te déstabiliser. Okay. Parce que l'important, c'est d'avoir toujours ton bonheur et d'avoir toujours le beau temps entre tes deux oreilles. Et ces gens essaient de te déstabiliser là-dessus. Et quand ils n'y arrivent pas, après, peu importe. Mais l'important, c'est de ne leur laisser aucun pouvoir.
Mais comment on fait pour avoir ce bonheur-là entre nos deux oreilles puis de le conserver? Parce que c'est facile de se faire déstabiliser, une mauvaise journée, un événement, une critique. Mais c'est de se ramener à sa philosophie de vie. C'est la philosophie de vie qu'on avait mise à jour, toi et moi. Chacun a sa philosophie de vie, on s'y ramène, c'est le méta-objectif. C'est de comprendre que de toute façon, chaque personne qui t'attaque, quelle que soit l'attaque, premièrement, elle parle de sa peur, de ses jalousies, de sa frustration. Peur, jalousie et frustration, pour commencer. Et en plus, elle est en train de te crier qu'elle est malheureuse. Parce que les personnes qui attaquent sont forcément malheureuses. Parce que les gens heureux, ils n'attaquent pas. Ils n'attaquent pas. Le bonheur, c'est un job à plein temps. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes malheureuses attaquent. Pas du tout. Mais ça veut dire que chaque personne qui t'attaque, c'est qu'elle est malheureuse. OK. Donc à partir de là, tu as déjà gagné. C'est vrai. Et c'est un compliment. Parce que quand on t'attaque, alors que tu es bienveillante, que tu es dans ton couloir de natation, tu te rappelles le couloir de natation? Oui, j'adore cette image aussi. Chacun son couloir de natation. Moi, je nage dans des eaux bleues cristallines et je m'occupe pas des autres. Je vais pas barboter dans le couloir des autres. Je laisse personne barboter dans le mien. Eh bien, les personnes qui t'attaquent, elles sont malheureuses parce que toi, en barbotant dans des eaux bleues cristallines, étant donné que le bonheur est un job à plein temps, tu ne critiques pas les autres. Donc tu comprends qu'ils sont malheureux. Et quels que soient les ennuis qu'ils veulent te faire, c'est un compliment. Tu les déranges. T'as pas fait exprès. Mais ça veut dire que tu les déranges. Sinon, ils te considéreraient même pas, ils t'ignoreraient. Donc à partir du moment où tu montes dans les sphères de la reconnaissance publique, si tu veux, bah, tu attires de plus en plus de critiques par peur et jalousie et frustration. Bon, bah, tu peux pas non plus t'écraser juste pour leur faire de la place. Non, tu es ce que tu es, mais ça ne t'impacte pas parce que tu comprends qu'ils sont malheureux. Ce sont des gamins de 6 ans qui sont dans la cour de récréation de la maternelle parce qu'on vit dans une garderie géante quand 98% de la population est sous l'emprise de l'enfant intérieur. Mais ça, c'est énorme. Hein? 98% de la population est en déséquilibre. Oui, en manque de confiance et d'estime, mais regarde dans ton entourage, combien de personnes connais-tu qui sont heureuses, c'est-à-dire qui ont le bon job, le bon domicile, le bon entourage, qui sont en bonne santé, heureuses célibataires ou en couple. Méfie-toi des imitations. T'en connais combien ? Combien qui, quoi qu'il arrive, restent dans la bienveillance, qui n'ont pas de comportement toxique, réactif ou d'émotions négatives? Combien t'en connais? Mais je dirais que aujourd'hui, j'en connais un peu plus que j'en connaissais parce que j'ai fait du ménage, parce qu'aujourd'hui, je choisis qui je laisse rentrer dans mon entourage. Mais j'avoue que malgré ça, ça reste une infériorité. Et oui, parce qu'en fait, on part tous avec les mauvaises cartes et très peu de gens, en fait, les 98%, comme je les appelle, ils sont en situation de survie. Ils ne vivent pas. Ils survivent. Donc, ils ont mis au point des stratégies de survie, soit se laisser écraser, soit écraser. Mais c'est des stratégies de survie nocives et toxiques pour les autres, mais bonnes pour leur nombril. Mais en fait, ces gens-là ne vivent pas. Le dominateur, il a peur, il écrase. Le dominé, il a peur, il se laisse écraser. Les dominants, à l'inverse, les 2%, ils n'écrasent personne et ils ne se laissent écraser par personne parce qu'ils se respectent et ils ont confiance. Moi, j'écrase personne. Je me laisse écraser par personne non plus. C'est ça, on se laisse pas, faut pas se laisser faire non plus. Non. Même si, même si on est des bonnes personnes. Mais pas avec les mêmes outils qu'eux, pas avec des comportements toxiques. Exact. Et rester dans la bienveillance. Imagine, il y a un jouet qui s'appelait les bidibules, c'était des jouets pour enfants, c'est oui, tu sais, ça revenait comme ça. Mais c'est ça, moi j'apprends à mes clients à être des bidibules. Oui, tu peux être surprise par une attaque que tu n'avais pas imaginée ou un événement. Oui, on peut être ébranlé et hop, on se ramène. OK. On se ramène parce que la philosophie de vie et les enseignements que je fournis, tu te ramènes dans la gratitude, tu te ramènes dans tout ce que tu as de beau dans ta vie et tu te dis, cette personne, elle m'attaque, elle est malheureuse. Elle a déjà perdu. Elle a déjà perdu. Elle est malheureuse. C'est pour ça qu'elle m'attaque. Elle a fait une projection sur nous. Peur, jalousie, frustration. Exact. Mais justement, on parle beaucoup en relation en ce moment, ce déséquilibre-là, puis des fois cette toxicité-là, mais je sais que tu as aussi écrit des livres par rapport aux des situations toxiques au travail. Oui. Mais pourquoi? Parce que ça aussi, on l'entend souvent, là, des gens qui sont malheureux au travail, qui ont pas une bonne relation avec leur supérieur, là, leur boss. Bien sûr. Mais pourquoi on reste dans des environnements qui nous font sentir mal? Quand c'est dans l'environnement professionnel, c'est souvent pour un aspect financier. Et en fait, un dominateur, c'est souvent des gens qui ont le syndrome de l'usurpateur. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas au bon poste. On va parler des managers ou des supérieurs. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas les capacités de gérer, donc ils écrasent tous ceux qui pourraient avoir des velléités d'en savoir plus qu'eux et ils s'approprient les habiletés des autres pour se faire briller aux yeux de la direction.
Donc ça, ce sont des dominateurs. Mais en fait, les dominateurs, souvent, ils sont craints. Mais en fait, ce sont des petits garçons et des petites filles dans des petits tailleurs et dans des grands tailleurs et des grands costumes. Mais c'est des petits garçons et des petites filles terrifiés. Faut arrêter de les diaboliser. Ils sont morts de trouille. Ils font de l'anxiété, c'est pour ça qu'ils s'en prennent à vous. Donc déjà, quand tu comprends que la personne qui est dominatrice dans ton environnement professionnel, c'est parce qu'elle est morte de trouille et qu'elle attaque, eh ben déjà, tu as compris quelque chose. Et déjà, tu n'en fais plus un monstre ni un dragon. T'en fais une petite fille ou un petit garçon. Parce que moi, je pensais que ça n'existait plus, ce genre d'environnement-là, en 2026. Bien sûr que si. Mais j'ai une amie en particulier là, que j'ai en tête qui vit ce genre de situation-là. Puis je me dis, comment tu fais, tu sais, en 2026, là, pour être encore pris mais là-dedans. Parce que depuis la nuit des temps, il y a 98% de gens qui manquent de confiance en eux et 2% de gens qui ont confiance en eux, qui cherchent les solutions et qui les ont trouvées. Ça, c'est pour moi les 2%. Ceux qui cherchent à comprendre. En fait, les 98% qui sont en survie, ils ne se demandent pas d'où ils viennent ni où ils vont, ils se posent aucune question, ils n'ont aucun éveil. Ils sont pas conscients. Non, ils sont pas conscients parce qu'ils sont en train de se battre tout le temps. Donc, ils sont tout le temps en situation de survie, à faire des stratégies pour pas se faire bouffer ou pour bouffer. Ils sont tout le temps comme le lapin au milieu de la meute de loups et tout le temps en vigilance. Alors que les personnes qui ont confiance en elles, moi là, si on m'attaque, je saurais riposter, mais j'ai pas peur qu'on m'attaque. Tout simplement, parce que j'ai confiance en moi. Donc, j'attaque personne. Et je suis bienveillante envers les gens qui m'attaquent parce que je comprends pourquoi ils m'attaquent. Ah, Pascal, j'ai encore plusieurs questions. Je vois le temps filer là, déjà, ça passe trop vite. Parce que tu as coaché à ce jour des milliers de clients. Là. Oui, 1600, 1700 clients. Wow. Autant au Québec qu'en France. En France, en Belgique, en Guadeloupe, au Maroc, un peu partout. Et alors maintenant que je le fais à distance, des gens du monde entier. Okay. Là, j'en ai qui sont à Bali, j'en ai d'autres. C'est international. J'en ai en Chine, j'en ai partout. Mais oui, incroyable. Je me promène, je fais le tour du monde des fois en une seule journée. Wow, mais j'adore. À distance, c'est fabuleux. Tu peux coacher de partout. Oui. Mais j'avais envie de savoir, est-ce qu'il y a un coaching avec un client qui t'a marqué, puis pourquoi? Avec un client? Mais tous me marquent. Mais je sais peut-être un en particulier. Écoute, il faut que je réfléchisse. Qui est en tête. C'est pas tellement le client qui m'a marqué, c'est la situation. OK. C'était en France, je coachais dans un hôtel, j'étais à Paris, et j'ai un client, et soudain, un média me demande de passer à la radio au moment où je devais le coacher. Donc je lui dis, écoutez, est-ce que vous voulez venir avec moi? Donc il vient avec moi à la radio, il se retrouve dans la salle des sports, et puis lui, il adorait les sports, le foot et tout ça, il se retrouve dans la salle des sports avec tous les commentateurs, lui il était aux anges. Moi je fais mon émission de radio, c'était avec Brigitte Lahaye sur RMC à Paris, et puis bon, je fais ce que j'ai à faire, lui il est au paradis là déjà, et puis on retourne pour que je le coach, je l'ai coaché de nuit. J'ai fait venir une pizza, mais je l'ai coaché jusqu'à tard dans la nuit. Et effectivement, c'était quelqu'un qui est hyper brillant, et ça j'en ai beaucoup des clients hyper brillants, mais qui ne savent pas qu'ils sont hyper brillants parce qu'on les a étampés imbéciles à l'école. Parce qu'ils ne correspondaient pas au cadre et parce qu'ils étaient turbulents, donc c'était des délinquants. Et un gars extrêmement, extrêmement brillant et qui était dans les bas-fonds les plus épouvantables et qui se laissait vraiment couler. Et aujourd'hui, il a une position extraordinaire. Et souvent, il m'écrit, il a une position extraordinaire en France. Vraiment. Wow. Et tout ça, c'est resté tout ce qui s'est produit dans cette journée-là et puis le coaching. Et je lui disais, tu veux pas remonter? Regarde, c'est pas grave, je vais attendre sur le banc de touche avec toi. Puis quand tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas être obligé de remonter. Puis il le croyait pas. Il disait, non, je rêverai jamais à remonter. Mais moi, je sentais qu'il remonterait. Je lui dis, c'est qu'une question de temps. À un moment donné, il va y avoir un déclic. J'ai dit, on est assis tous les deux sur le banc de touche. Il adorait le football, le soccer. J'ai dit, on va attendre, j'ai le temps, moi. J'ai le temps, mais je sais que tu vas remonter. Et effectivement, il a remonté. Il m'a dit, j'aurais pas parié sur moi. Moi, j'ai parié sur toi. Sinon, je t'aurais pas pris. Je prends pas les clients en lesquels je crois pas parce que je sens que ils n'ont pas le moteur de Formule 1 et je veux pas leur faire perdre leur argent. Mais lui, là, à chaque fois, il m'écrit « Salut coach » et puis il me raconte tous ses beaux exploits. Mais juste d'avoir une personne qui croit en nous, tu sais, quand... jusqu'à... Ça, là-dessus, je peux te dire que je suis du signe du cancer, là, le crabe. Et quand je tiens un client, je suis ascendant fox terrier. Tu sais, les fox terriers, quand ils tiennent le renard, ils le lâchent plus. Mais quand je crois en un client, là, il y en a certains, ça a pris du temps, mais moi, j'y croyais. Mais ça a fait une énorme différence, là. Ah, mais j'y croyais. J'ai dit, moi, je parie sur toi. Je parie sur toi. J'étais un cheval de course et tu te prends pour un âne. Et moi, je sais que t'es un cheval de course. Et j'ai la patience, j'ai le temps. Moi, je leur dis, moi, j'ai le temps. Mais je crois en toi. Je sais que j'ai raison. Je le sens. Je crois en toi. Eh bien, ils remontent. Il y en a beaucoup qui remontent beaucoup plus vite.
Mais Pascal, ça m'amène déjà j'ai encore plein de questions, là, mais on va voir. Mais ça m'amène déjà à un petit jeu que j'avais fait. Il y a certaines choses, t'as déjà répondu, mais je vais les poser quand même. Donc, complète cette phrase. Une relation saine, c'est 2 personnes qui sont heureuses et qui s'aiment et qui sont sur la même longueur d'onde. Aussi simple que ça. Ce sont des partenaires de vie. J'adore. Si tu pouvais déconstruire une fausse croyance sur les relations, quelle serait-elle? Qu'aimer, c'est souffrir. Et que les extrêmes s'attirent, et qu'il faut faire des sacrifices et des concessions, et qu'on peut pas tout avoir dans la vie, et qu'il y en a toujours un qui domine, tout ça, c'est à balayer. J'adore. Le red flag numéro 1 en relation. On en a parlé un petit peu tantôt, mais... Quand on est en relation ou quand tu rencontres une personne? Les deux. T'sais, on va faire les deux. Ben, on en a parlé tantôt avant de rencontrer la personne, c'est vrai. Ben, quand tu rencontres une personne et qu'elle te raconte ses malheurs, tu lui tends un paquet de Kleenex et tu pars en courant. Puis en relation... Ou tu lui donnes mon numéro de téléphone. J'adore. Ou tu lui proposes de lire le syndrome de Tarzan. Tu dis, j'ai une idée pour toi, oui. Je te tends une perche, tu devrais acheter le syndrome de Tarzan. Puis en relation en tant que telle, comme quand tu es avec la personne. Ben, si la personne te ment, si elle n'est pas ce qu'elle a dit qu'elle était, et si tu sens un inconfort. Parce que ton corps est plus intelligent que toi et ton subconscient va te le dire à travers un inconfort qu'il y a quelque chose qui ne va pas en face. Il faut l'écouter. Donc, écoutez notre confort, intuition. inconfort, il faut écouter. Quand il y a un inconfort, allez immédiatement valider pourquoi. Il y a un voyant lumineux rouge qui clignote sur votre tableau de bord d'avion, là. Allez immédiatement identifier pourquoi ça clignote. Parce que le corps est très intelligent, très très intelligent. Et c'est ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous. Donc quand on ressent un inconfort et qu'on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, ça, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On met ça sous le tapis et on continue. Ou il va changer, ou il a des comportements, ou elle a des comportements toxiques, ou une phrase de travers, ou une violence. Imbécile, t'es bête ou quoi? Wow. Faut se respecter et exiger que la personne te respecte. Il y a des mots à ne pas prononcer. Juste ça, c'est de l'arrêter dès le premier coup, parce qu'après, la violence empire aussi. Ah ben, il n'y a aucun respect. C'est ça, il n'y a pas de respect. Non, il n'y a pas de respect. Il faut se respecter soi, respecter l'autre et réciproquement. L'amour, c'est le crack. Confiance, respect, admiration, complicité. Confiance en soi, en l'autre et réciproquement. Respect de soi, respect de l'autre et réciproquement. Admiration réciproque. La complicité repose sur l'historique. Plus je te connais, plus je t'aime. Et sur le sexe épanouissant. S'il n'y a pas de confiance, ou et pas de respect, ou et pas d'admiration, ou et pas de complicité, c'est foutu. Et s'il n'y a pas de sexe, on est coloc. C'est de l'amitié. C'est plus de l'amour. C'est plus l'amour d'un couple. C'est de l'amitié. Parce qu'il faut 3 niveaux pour se pluguer à l'autre personne. Ouais. La tête, le cœur et les tripes. La tête, les valeurs, les croyances, la philosophie de vie, la spiritualité. Le cœur, les sentiments et les tripes. Le sexe. J'adore. Qu'est-ce qui détruit le plus une relation? Il y en a des choses qui détruisent une relation. Quand on n'a plus confiance en l'autre. OK. Donc, la confiance en l'autre. Ah, terrible. Si tu n'as plus confiance en l'autre, c'est fini. La confiance, c'est 100% ou 0%. Si tu n'as plus confiance en l'autre... Ça ne peut pas revenir. Mais chacun fera comme il veut. En ce qui me concerne, ça ne revient pas. Mais chacun fera comme il veut. Mais quand quelqu'un t'a trahi, quelle que soit la trahison, ça veut dire que la personne que tu as en face de toi, elle n'est pas ce qu'elle t'a dit qu'elle était. Et moi, personnellement, je ne sais plus qui elle est. Moi, j'ai 100% confiance en quelqu'un. Si la personne pose des gestes qui vont vraiment piétiner mes valeurs, je la regarde et je me dis, flûte, j'aurais jamais imaginé que cette personne ferait ça, donc je sais pas qui elle est. Alors je l'écarte. Okay. C'est comme une fraise pourrie dans une barquette de fraises. Quand il y a une fraise pourrie, il faut l'enlever. Si tu la laisses là, non seulement elle n'est pas comestible, mais elle va impacter le reste de ta barquette. Donc quand quelqu'un se comporte comme une fraise pourrie, personnellement, je la sors de là. Il y en a d'autres qui vont lui laisser une chance, qui vont pardonner. Il ne s'agit pas de pardonner ou pas pardonner dans mon monde. Parce que je ne suis pas offensée. Tu me trahis, je ne me sens pas offensée. Mais je ne te veux plus dans ma vie. Je comprends. C'est des bonnes réponses. J'adore tes réponses, Pascal. Vrai ou faux, la jalousie, aussi petite soit-elle, est une preuve d'amour? Non. Archi faux. C'est une preuve de manque de confiance et en soi et en l'autre. Sauvez-vous! Premier signe de jalousie, sauvez-vous! Non, c'est pas « Oh, il m'aime, il est jaloux! » Non, les ennuis commencent. Non. On veut pas de ça. Non. Vrai ou faux? Quand c'est la bonne personne, ça doit être facile. Oui, carrément. On est sur la même longueur d'onde, c'est fluide. On communique. Quand on s'aime, on communique. Et quand on n'est pas d'accord sur un sujet, on se met dans les chaussures l'un de l'autre et on se parle jusqu'à ce qu'on trouve la zone de confort dans une relation gagnant-gagnant. Mais si on garde plein de choses qui nous irritent et qu'à un moment donné, on les vomit dans la figure de celui d'en face qui comprend même pas ce qui se passe, ça marche pas. Il faut communiquer. Communiquer, tout simplement. C'est la base. Mais oui. Vrai ou faux? Je peux là ou la changer? Non. Non, on en a parlé. Archi faux.
Là, j'avais écrit aussi « Les contraires s'attirent ou qui se ressemblent s'assemblent ». Qui se ressemblent s'assemblent. La liberté en amour commence quand? Mais quand on se respecte chacun, quand on a chacun, on peut avoir son jardin secret, mais pas de secret qui pourrait polluer la relation. Donc, l'amour, c'est extraordinaire. L'amour, c'est quelque chose de magique. C'est vraiment deux personnes qui sont bien avec elles-mêmes et donc bien en couple. En fait, il faut aller chercher la même personne que soi. Moi, personnellement, en ce moment, je suis célibataire. Je veux la même personne que moi, en version masculine, avec des habiletés différentes, mais ayant les mêmes valeurs que moi, la même capacité à s'amuser, la même bienveillance, la même joie de vivre, mais avec des habiletés différentes. Bien sûr. Moi, j'ai des habiletés en communication, il aura peut-être des habiletés en gestion, ou en administration, ou je n'en sais rien. Mais on peut partager aussi nos habiletés, mais il faut être sur la même résonance et puis la même longueur d'onde. Bien sûr, c'est tellement plus facile de parler la même langue. Puis la preuve qu'on peut être bien et heureuse même si on est célibataire. Là. Absolument. Moi, je suis très heureuse. Je vais avoir 65 ans. Et puis, s'il y a un autre homme dans ma vie, youpi, mais ce sera le meilleur des hommes pour moi. Le pire, je l'ai vécu. Le moins pire, j'en veux pas. Je veux le meilleur des hommes pour moi maintenant. Donc, s'il y en a un, youpi, comme je dis, si l'univers a encore une cartouche pour moi, ce sera chouette. Mais s'il y en a pas, il y en a pas. Mais je suis très heureuse toute seule. Très heureuse. Et je veux un homme très heureux aussi. Là, on va s'amuser comme deux petits fous. On sera deux petits vieux délinquants, je te le dis. J'adore ça. Puis, la confiance en soi, pour toi, en un mot, là, si on pouvait décrire la confiance en soi. C'est le leadership. La confiance, c'est ce qui transparaît dans notre site internet subliminal. La confiance en soi, c'est la paix, c'est la sérénité, c'est l'équilibre, c'est la joie de vivre, c'est l'harmonie. Juste la confiance. Et ça se voit quand quelqu'un a confiance en lui ou quelqu'un a confiance en elle. On le voit tout de suite. C'est le leadership. Un leader, c'est le charisme. Le charisme, il transpire dans ce que tu dégages. Le charisme, c'est la confiance en soi et la bienveillance. Pour moi, je résumerais ça comme ça. La confiance et la bienveillance transpirent. À partir de là, eh bien, tout est possible et tout va bien. Exact. Et c'est pas de la science-fiction, comme je le dis, je suis pas une extraterrestre. Je suis une terrestre extra. Ça, je m'en rappelle aussi de cette expression que je te vole à chaque fois. Exact. J'adore. Pascal, ça m'amène déjà au segment Fraîchement Bon. C'est le commanditaire du podcast. En fond, c'est des épiceries urbaines à Montréal. Il y en a 5. Puis le but, c'est de faire découvrir à chaque invité un produit qui est vendu en boutique. Puis aujourd'hui, dans le fond, on t'offre une orchidée parce qu'ils vendent aussi plantes, fleurs, tulipes, plants de fines herbes aussi. Donc aujourd'hui, tu pourras repartir avec cette belle orchidée puis tu pourras penser à moi et à notre beau moment qu'on vient de vivre. C'est une belle métaphore, l'orchidée. Ah oui? Et pour toi et pour moi. Mais oui, c'est une très belle plante. C'est rare, l'orchidée. Oui, c'est magnifique. C'est très beau puis ça demande de l'attention. Comme une femme. Ah, j'adore. Mais oui. Merci beaucoup. Merci à ton sponsor, là. J'apprécie beaucoup. Merci. Mais merci à toi, Pascal. Si ça tire déjà à la fin, mais écoute, on aurait pu continuer pendant des heures. Il va falloir que je te réinvite, en fait, parce que c'est avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Mais s'il y a quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui puis qui a envie de travailler avec toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Eh bien, c'est tout simplement pascal.piquetsympatico.ca. En ce moment, mon site est en réflexion. OK. Donc, mais normalement, c'est pascalpiquet.com. Il va rejaillir sur le web. Il va renaître de ses cendres. Je fais un reset. Je suis dans une autre portion de ma vie à 65 ans. Mais c'est pascalpiquet.com et j'ai ma page Facebook. Et puis, surtout... Pascal Piquet aussi. Oui. Je suis super intéressant parce que justement, tous tes articles, il y a beaucoup de contenu... vraiment fabuleux dessus. Et puis sur Facebook, vous pouvez aussi, les personnes peuvent m'écrire si elles ont des questions. Je répondrai. Si je réponds pas, c'est que j'ai pas reçu le message. Mais je réponds à chaque fois. Et les gens sont très surpris. Mais je réponds. C'est moi qui réponds aussi. Parce que parfois, ils pensent que c'est pas moi qui réponds. Mais oui. Si vous avez des questions, je suis là. Ce sera avec grand plaisir. Même si t'es rendu international, c'est quand même toi qui es aux commandes. Ah oui, je suis toute seule. Je suis la seule à pouvoir évaluer si je vais m'amuser avec mes clients ou s'il vaut mieux qu'ils aillent voir un autre coach ou un psychologue. Mais surtout à travers ma page Facebook, pour le moment, on peut me rejoindre pour m'écrire, puisque mon site web est en réflexion. Mais j'adorais aussi, j'écoutais dans une des entrevues que tu avais données, justement, tu disais, moi, je suis pas une coach de vie, je suis une coach de réussite. Oui. Puis ça, j'adorais. Parce que personne n'a besoin de moi pour vivre. Hein. Et pour réussir, peut-être. Mais pour faire une différence. En tout cas, moi, tu as fait une énorme différence dans ma vie. Là, donc, merci beaucoup. Mais c'est un plaisir. Je suis éternellement reconnaissante, vraiment, vraiment beaucoup. C'est toi qu'il faut remercier. Remercie toi-même. Remercie-toi toi-même et l'univers. Parce que moi, je suis l'humble instrument de l'univers. C'est lui qui m'envoie les clients. C'est lui qui
qui me met sur votre route, vous les clients, quand vous êtes prêts. Non, mais pour moi, ça a été, comme je dis là, l'élément déclencheur vers une vie plus heureuse et épanouie. Puis, en tout cas, j'ai pas de mots. Ce fut un plaisir, Sabrina. Puis en plus de te retrouver 10 ans plus tard, c'est tellement magique. Pour moi aussi, Pascal. Puis je veux pas oublier non plus tes magnifiques livres. Je sais que tu en as un aussi le nouveau devrait sortir quand? Je sais pas, je l'ai pas terminé. Ah, il est pas encore terminé? Non, il est pas sorti du four. J'ai eu l'honneur de lire les 2 premières pages. Là, puis, oui, c'est vrai. Ouais, c'était vraiment quelque chose. Là. Oui, j'ai retenu ma respiration. Là, non, mais t'écris vraiment, vraiment, vraiment bien. On n'a pas parlé non plus de la libido, là, si la libido pouvait parler. Tout plein de ça, c'est le dernier. Là. Ça, c'est le dernier. Celui qui est sorti en 2024. Et puis là, je suis en train d'en mijoter un autre que j'aimerais publier en France, mais qui sera publié ici aussi. Et celui-là, c'est sur les dominateurs, justement. Exactement. Je me régale, je m'amuse beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant pour la suite des choses, Pascal? Je me souhaite moi-même le meilleur et j'y travaille. Ce qui fait que d'avoir tout le temps du plaisir, c'est important pour moi. Vraiment. D'écrire, ça te rend heureuse aussi. Hein? Je suis connectée à quelque chose de plus grand que moi. Quand j'écris, quand je parle, quand je fais des podcasts, quand j'écris des articles, quand je coach, tout le temps. Être branché à l'humain, c'est exceptionnel. Et on est branché à quelque chose de plus grand que soi et on est branché aux autres, ce qui fait qu'on est une espèce de vecteur. Mais je me régale, je m'amuse. Le jour où je m'amuse plus, je change de métier. Mais je m'amuse beaucoup. Et je compte bien m'amuser jusqu'à mon dernier souffle. Parce que moi, je m'amuse vraiment beaucoup en ta compagnie, vraiment. Même les échanges qu'on se fait des fois par Zoom, t'es rayonnante, une énergie débordante. T'es vraiment drôle, là, ton humour là, que j'adore. Puis t'es tellement vrai et authentique. Là. Vraiment, j'aurais pas pu tomber sur une meilleure coach que toi, Pascal. Je suis très touchée. Je prends le compliment, mais il n'y a pas de bon entraîneur sans bon sportif. Donc, ça veut dire que si je suis un bon coach, c'est que j'ai des bons clients. Oh, merci. C'est pour ça que je l'ai choisi. Pascal, je le prends. Mais oui, mais je l'ai choisi. Absolument. Mais écoute, je te remercie encore pour ce beau moment. En fait, j'aurais continué, comme je disais, plus longuement, mais... Je reviendrai. Parfait. Je t'attends. Je vais te lancer l'invitation. Absolument. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à liker et partager la vidéo sur YouTube. On est aussi disponible sur Spotify et Apple. Donc, merci. Je vous dis à très bientôt.